Chef, à vous la parole. Bonjour et bienvenue dans Chef, à vous la parole, l'émission de la CPME qui donne envie d'entreprendre. En tout cas, c'est comme ça. Oui, j'avais dit à la préparation que vous pouviez danser sur le générique. Il y a des invités qui dansent sur le générique. C'est très très bien. Nous sommes en Mayenne aujourd'hui. Ça va la Mayenne? Ouais. Il n'y a même pas besoin d'envoyer de jingle pour faire croire qu'il y a il y a que des gens enthousiastes. Bonsoir, bonjour, je ne sais pas quoi dire en fait, parce qu'à l'heure où nous enregistrons cette émission, il est 18h. Bonsoir Béatrice. Bonsoir David. Vous êtes j'ai envie de dire, une experte tout-terrain chez TGS France en Mayenne. Et j'ai le plaisir d'avoir votre accompagnement pendant cette émission ce soir, Béatrice. Bonsoir. Avant toute chose, ça serait bien de remercier tous nos petits partenaires pour la réalisation de l'émission. Oui. Donc déjà, on a la préfecture des Pays de la Loire, BPI France, la région Pays de la Loire, BNP Paribas, AG2R La Mondiale. Ce sont les partenaires à l'échelle régionale puisque ce dispositif est insufflé par la CPME Pays de la Loire. Alors, localement en Mayenne, qui nous accompagne? Aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné par la CCI de la Mayenne avec Ludovic, la Chambre des métiers avec Emmanuel, Solutions Éco avec Annie Périnel et puis nous avons Karine pour Initiative Mayenne. Très bien, bienvenue et merci à tous ces partenaires de nous faire confiance. Y a-t-il une recette pour s'accomplir, trouver le succès à la tête de son entreprise? C'est pas sûr, c'est pas sûr. J'entends souvent parler de jungle quand on parle de création d'entreprise. C'est pas sûr que ce soit une jungle non plus. En tout cas, nous, on va vous aider à défricher, à y voir de plus en plus clair. Si nous pouvons vous inspirer, en tout cas, quelques instants avec nos témoins et nos experts, eh bien, nous aurons fait un bout de chemin. 3 séquences dans cette émission, Béatrice. Oui, tout à fait. On a 3 séquences. Donc, on va commencer par de l'idée à l'impulsion. Après, on aura la réalité du projet et puis reprendre et capitaliser sur son savoir-faire. Et bien sûr, vous réagissez pour questionner, commenter sur le chat de cette salle Zoom. Chef, à vous la parole. Avant de présenter nos premiers invités, merci d'accueillir celle qui est à l'origine de cette émission et du dispositif Chef d'entreprise. Bonsoir Pascal Melka. Bonsoir David Rival, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être en Mayenne, même si je suis en Loire-Atlantique, mais ravie que le dispositif se soit effectivement déployé. Et en l'occurrence, un dispositif que vous avez effectivement déployé et transformé en visio. On va en parler dans un instant. Comment il est né ce dispositif Chef d'entreprise? Est-ce que je le fais dans le bon sens? Voilà, Chef, il y a bien derrière là aussi. Il y a bien un E à la fin, hein. Chef, voilà. Ouais, 2 F, Chef, tout à fait. Il est né par mon expérience tout bonnement de dirigeante, voilà. Moi, je n'avais pas donc en Loire-Atlantique. Je suis vice-présidente à la CPME 44. Et on m'a proposé effectivement de rejoindre en tant qu'adhérente le conseil d'administration et avec grand plaisir en proposant derrière de pouvoir monter une commission sur l'entrepreneuriat féminin, ce qui n'était pas le cas, il n'y avait pas de commission. Donc avec un objectif évidemment assez clair dans ma tête, c'était de pouvoir faire vraiment bénéficier à toutes les femmes, qu'elles soient salariées, qu'elles soient en recherche d'emploi ou qu'elles soient entrepreneurs, d'avoir accès à tous les dispositifs d'État, privés, à tout ce qui est accompagnement, à la connaissance de tous les réseaux qu'il y a sur chaque territoire, mais aussi de leur mettre en visibilité et en lisibilité tout ce qui était réseau. Moi, je venais d'une famille qui n'est ni entrepreneur, qui n'avait pas de réseau, pas d'aide particulière. Donc, c'était le parcours du combattant. C'était très compliqué, très long. Il y a la jungle et il y a le parcours du combattant ou de la combattante. Et effectivement, quand le terreau familial n'est pas là, eh bien, il faut le créer, tout simplement. C'est ça. C'est ça, il faut créer son réseau. Et je trouve que, voilà, en tant que femme, maman, épouse, fille, sœur, etc., on a déjà beaucoup de travail et de choses sur nos épaules. Les hommes commencent depuis déjà pas mal d'années à prendre aussi leur part et j'en suis ravie, mais il n'empêche que beaucoup de choses à faire. Alors, l'idée, c'était de leur apporter sur une seule et même journée, sur un lieu, toutes ces informations avec
une marketplace où on donnait de la visibilité à ces nombreux réseaux, à ces dispositifs, pour que les femmes puissent en une seule journée gagner du temps et aller vraiment à la rencontre des bonnes personnes dont elles avaient besoin, que ce soit aussi les banques, que ce soit les experts comptables, que ce soit nos dispositifs d'État, etc. Bien, la plupart du temps, on ne les connaît pas. Hein, et souvent, ben, voilà, on met aussi ses fonds perso, etc. etc. Et ce soir, on va les connaître davantage. Et c'est voilà. ça qui est bien, parce qu'on a des représentants de l'ensemble des experts que vous Exactement. venez de Et donc, on a nommer. monté le salon. Voilà, donc la première édition a eu lieu donc, que sur le 44, au CNAM de Nantes, qu'ils avaient donc accueilli. On a accueilli 300 personnes. Et très vite, moi, je souhaitais que l'action soit régionalisée parce que moi, je voulais qu'une femme aussi de Mayenne ou du 85 ou du 49 ait les mêmes chances que nous de pouvoir accéder à tous ces dispositifs. Et l'objectif, vous l'aurez bien compris derrière, c'est aussi de déployer sur les autres régions et que ça devienne une action nationale, que tout le monde puisse accéder. Voilà, et pas que ceux qui sont bien nés ou que ceux qui ont la chance d'être dans le bon sérail ou qui ont le bon réseau autour d'eux. Voilà. Alors ça, ce que vous avez décrit, c'est ce qui s'est passé l'année dernière, sauf que l'actualité nous a rattrapés et donc les mesures barrières vous ont poussé à innover, à transformer les événements en émissions visio. C'est ce qu'on va faire une nouvelle fois ce soir. Quel est le moral comment est le moral des troupes en ce moment, des dirigeantes en ce moment, Pascal? Alors, juste avant de vous parler du moral des troupes, l'an dernier, on a eu la deuxième édition qui n'était pas que sur le 44, qui a été régionalisée. Et c'est cette année, en 2020, la troisième édition qui devait avoir lieu effectivement le 10 juin, qui a été annulée évidemment à cause du Covid. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est tout simplement décider de ne pas rien faire, de ne pas laisser subir, mais au contraire de digitaliser l'action. Alors, le moral des troupes, hein, des femmes dirigeantes, alors, la femme, elle a quand même beaucoup de ressources, elle croit toujours, elle est quand même toujours très, très positive. Je ne vous cache pas qu'il y en a qui sont très, très mal, c'est clair. Lorsque vous êtes commerçante et que vous avez rentré votre stock au mois d'août, même si vous avez des aides d'État, je le dis, c'est très, très vrai, tout le monde ne les a pas reçues, tout le monde ne les a pas, pour certains c'est compliqué d'aller faire des ces trous dans la démarches raquette. en plus du moral à zéro et de ces dettes qu'il y a à rembourser à la fin, puisque il faut 60 jours après vous rembourser vos fournisseurs qui eux-mêmes ont de toute façon des charges, des employés, des choses à faire tourner. Donc c'est un petit peu le chien qui se mord la queue. Donc c'est en cascade, donc c'est compliqué. Il y en a qui sont très 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 mal, qui ne voient pas vraiment le bout. Hein. Il y a des métiers comme la restauration. Ça, là, c'est très, très, très compliqué, sachant qu'on sait que ce qui va venir pendant que nous faisons cette émission, Monsieur Véran, hein, notre ministre de la Santé, fait son point quotidien, enfin son point de semaine hebdomadaire. Et nous, on sait, hein, les instances CPME, on travaille énormément avec tous ces ministères. Ça ne va pas être ouvert très vite pour nos restaurateurs. Donc, je crains que le moral ne va pas aller en s'améliorant. Voilà. Et on les salue évidemment, toutes ces entreprises qui sont fermées et qui n'ont pas vraiment d'autre solution que de rester fermées. Alors, certaines inventent bien sûr des choses. Voilà, on est tout cœur avec vous. Patientez, efforcez-vous si vous le pouvez de rebondir. Et d'ailleurs, on aura une histoire de rebond puisque vous êtes vraiment tout terrain, Pascal. Vous remplacez au pied levé un témoin qui devait être avec nous ce soir et donc vous nous raconterez heureusement quelques belles histoires de rebond dans la deuxième partie de cette émission, c'est-à-dire la réalité du projet. À tout à l'heure, Pascal. À tout à l'heure, avec plaisir. Merci à vous. Parole d'invité. Comment naît un projet de création d'entreprise? Comment faire l'aller-retour entre son intention personnelle et puis les besoins d'un marché, le compromis que constitue son entreprise? Pour y répondre, Béatrice. Tout à fait, vous pouvez répondre à toutes ces questions. Alors, Béatrice Chauvin, dans une seconde, c'est promis. Ben oui, tout le monde s'appelle. Il y a plusieurs Béatrice. Béatrice Vivier pour y répondre. Voilà. Alors, pour répondre à toutes ces questions, justement, Béatrice Chauvin va pouvoir témoigner sur son parcours. Et puis, nous aurons après les réactions à chaud d'Emmanuel Ourdier de la Chambre des métiers de la Mayenne et Karine Fortin de l'Initiative Mayenne,
qui vont aussi nous présenter des dispositifs facilitants. Et Yannick Cousin nous donnera aussi son ressenti par rapport à tout ce qui va être dit et toutes les réactions. Et puis une autre façon d'entreprendre, on en parlera tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Chef, à vous la parole. Béatrice Chauvin, bonsoir pour de bon cette fois-ci. Bonsoir. Vous dirigez le Conservateur. C'est quoi le Conservateur en une phrase? J'ai envie de vous proposer d'entrer en matière comme ça parce qu'on s'est déjà croisé à l'occasion d'une émission CPME récemment et vous avez admirablement bien pitché. Alors, c'est quoi le Conservateur? Donc, le Conservateur, c'est une compagnie d'assurance. Donc, je suis agent général et je me suis spécialisée en gestion de patrimoine. Eh ben voilà, ça c'est le pitch format 10 secondes, le pitch qui s'adapte à toutes les circonstances. Alors vous êtes baigné dans l'entrepreneuriat depuis votre plus tendre enfance, mais finalement, à cette époque-là, vous n'en prenez pas vraiment conscience. C'est ça. Alors, juste avant de parler de moi, je voudrais saluer tout le monde. Donc, bonsoir à tous ceux qui sont là. Je voulais juste intervenir sur le fait que l'année dernière, moi, j'ai assisté à HFE. Je suis arrivée en fait comme participante pour entendre la voix des chefs d'entreprise. Et je me suis dit, l'année prochaine, c'est moi qui serai là et j'y suis. Donc, je suis très contente. Ouais, c'est cool. Bravo, ça c'est une super belle histoire et c'est une façon très concrète de renvoyer l'ascenseur. Donc, vous êtes bercé dans l'entrepreneuriat depuis votre plus tendre enfance. C'est ça, tout à fait. En fait, mon papa était entrepreneur, mais je ne le savais pas. Puisqu'en fait, mon papa était commerçant sur les marchés. Donc, il était entrepreneur. Et puis, moi, c'est vrai que ce n'est pas un métier que j'avais imaginé. J'étais plus portée sur le service, hôtesse de l'air, journaliste, archéologue. Comme tous les enfants, j'ai voulu faire… Menuisière, plein d'autres choses. Pâtissière et magicienne. Alors ça, non, mais non, ça aurait pu. Comme disait la pub. Et donc, votre père était antiquaire et vendeur d'accessoires sur les marchés, puis vous l'accompagnez régulièrement. Oui, tout à fait. Ça a bercé mon enfance. J'étais derrière l'étal. Alors, c'est vrai que j'aime bien le dire en m'amusant. Depuis que j'ai 5 ans, je suis derrière et j'ai appris à vendre, à discuter, à négocier, à échanger et à créer des relations. Et à créer plein de relations. Donc, vous avez envie de faire plein de choses pour le coup, vous agissez à votre façon en étant hôtesse navigante. Vous voyagez dans beaucoup de pays, Irlande, Pays-Bas, Caraïbes. Oui. Donc, et vous exercez plein de métiers. C'est ça. J'ai construit mon parcours professionnel en fait au fur et à mesure des opportunités qui se sont présentées à moi et aussi pour satisfaire ma curiosité puisque c'est vraiment pour moi le maître mot. Il faut être curieux dans la vie. Comme ça, on apprend, on est baigné. C'est vraiment formidable. Donc, j'ai exercé la plupart des métiers que je voulais. Aujourd'hui, j'ai 36 ans, donc je sais que ce n'est pas encore fini. Agent général, c'est une étape encore pour moi. Et puis, qui sait, peut-être que demain, je serai journaliste, David. Alors là, Béatrice Vivier, attention, elle va vous prendre votre place d'un carré à un autre. Vous rencontrez votre mari et vous revenez dans l'Hexagone, vous reprenez vos études, un master en management et vous participez à un challenge de création d'entreprise. C'est ça, tout à fait. En fait, je me suis installée en Mayenne puisque mon mari s'est installé en Mayenne, donc je suis venue le rejoindre. Et j'ai repris mes études, donc d'abord une licence, puis après un master. Et en fait, dans le cadre de ce master, il y avait un challenge inter-école, donc au niveau national, qui était de créer une entreprise, donc avec tout ce que ça implique, le business plan, enfin l'idée d'abord, l'idée. Ensuite, créer le business plan, faire un plan de trésorerie, chercher des fournisseurs, les clients, créer la communication. Et avant l'idée, d'ailleurs, l'envie. Forcément, l'envie. Et donc, tout le manuel du parfait entrepreneur. Et cette entreprise, elle reste virtuelle malgré tout. Oui. En fait, l'entreprise qu'on avait créée s'appelait Créactive. On avait imaginé faire des événements surprises. Donc, on s'est posé la question, on était 3, savoir si on développait cette entreprise ou si on la laissait à l'état virtuel. On a choisi de la laisser à l'état virtuel. À l'époque, on ne parlait pas d'étudiants entrepreneurs. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y a 6 ans, 7 ans, quand j'ai fait mon master, il y en avait peu.
ou pas. Donc, c'est ce qui a motivé notre choix de se dire, on fait plutôt nos projets et on laisse ça à l'étape virtuelle. Mais par contre, ça m'a… Ça vous a boosté parce que vous avez gagné un challenge inter-école, à un niveau national en plus. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on a gagné toutes les trois le challenge et j'ai adoré le fait d'aller rechercher, de découvrir, d'aller fouiller, de chercher les réponses. C'était très excitant, très exaltant. Donc, c'est vraiment une expérience qui est restée ancrée en moi. Alors, vous poursuivez votre parcours, vous devenez commercial dans la réalité virtuelle, vous restez dans le virtuel de certaines façons. Et votre mari, lui, pendant ce temps-là, décide de se mettre à son compte. Oui, c'est ça. Mon mari s'est installé donc, en 2018. Donc, il a pris la décision en 2017 et puis installation en 2018. Donc là, c'est vrai que la création d'entreprise se rappelle à moi, si je peux dire, puisque je l'ai forcément aidé, accompagné, même si ce n'était pas moi la porteuse de projet. Mais bon, on sait bien que l'entourage est très important quand on veut créer sa propre entreprise. Rassurez-moi, vous n'avez… ça, c'est clair. L'entourage est fondamental. On en parlera avec nos experts tout à l'heure. Il a été aussi accompagné par d'autres structures. Vous n'avez pas fait chambre de métier, chambre de commerce et initiative à vous toute seule? Alors, non, pas du tout. Moi, c'était plutôt le soutien psychologique. Ouais. Donc, Karine Fortin d'Initiative Mayenne pourra témoigner puisqu'elle a accompagné mon mari. Eh ben, elle va pouvoir réagir. Un mot, tiens, Karine Fortin, si vous voulez bien. Est-ce que vous vous rappelez quel souvenir vous avez de cet accompagnement du mari de Béatrice? Oui, qui a créé un studio d'innovation et de design. Typiquement, c'était Cyril. Oui, c'était un vrai plaisir de l'accompagner parce que c'est un inventeur. C'est un inventeur. Et donc, mais c'était un vrai plaisir de l'accompagner parce que lui savait exactement où il voulait aller, ce qu'il voulait faire. Là, ce qui était peut-être un peu où on l'a beaucoup, en fait, en tout cas aidé en termes de retour aussi, c'était un petit peu d'avoir un petit peu ce recul, en fait, de passer de salarié à chef d'entreprise. Ce qui est aussi une étape, qui est une étape importante en tout cas. Et c'est vrai qu'effectivement, quand on se lance chef d'entreprise, quand on était salarié, on ne peut pas l'appréhender, en tout cas son métier de la même manière. Donc Cyril, en fait, a effectivement découvert que chef d'entreprise, c'était aussi gestionnaire, c'était commercial, c'était comptable. Je pense que Béatrice aussi également. C'est aussi, c'est faire le café le matin, c'est le multitâche en fait qui entoure le métier de chef d'entreprise. Mais voilà. Et répondre à son expert comptable quand il a des questions et vice-versa, naturellement. Tout ça, vous le saviez, ça, Béatrice Chevin, donc vous l'avez soutenu et soutenu aussi psychologiquement. Vous disiez, il y a des moments où on peut avoir des états d'âme et se dire mais à quoi bon, dans quoi je me suis lancé? Vous avez vécu ça vous-même? Bien sûr. Alors, pour parler de moi, quand l'idée est arrivée de me lancer dans la création d'entreprise, j'étais enceinte, puisque en fait, donc Cyril a créé son entreprise en 2018. Forcément, ça m'a redynamisé par rapport au challenge que j'avais vécu en master. Chamboulé positivement, vous m'avez dit. Pardon? Chamboulé positivement, vous Oui, m'avez c'est dit. ça. Ouais, c'est bien. Et en fait, forcément, ça m'a donné envie de me dire, cette fois-ci, c'est moi. C'est bon, c'est pour moi, je vais le faire. Par contre, comme j'ai fait beaucoup de choses, comme je vous disais, j'ai eu plein d'expériences, je voulais quand même valider le fait que l'entrepreneuriat, c'était fait pour moi. Donc, j'ai fait un bilan de compétences. Donc, forcément, quand on fait un bilan de compétences, pour ceux qui sont passés par là, le savent, on doute beaucoup, beaucoup. On doute énormément et c'est un peu le paradoxe parce que vous avez fait plein de choses et le métier de dirigeante, de dirigeant, c'est évidemment plein de métiers, on le disait. Et paradoxalement, on peut vivre le syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous l'avez vécu, vous? Est-ce que je suis légitime à exercer tel ou tel métier? Je ne me pose pas ces questions-là, en fait. Tu n'as pas posé cette question. Non, j'ai envie de quelque chose, j'y vais, je fonce. C'est ça, c'est ça. On parlera peut-être de ce syndrome-là tout à l'heure avec certains experts, puisqu'il peut toucher pas mal de personnes, notamment, j'ai l'impression, les femmes. Je parle sous le contrôle de Pascal Melka, mais on en a déjà parlé ensemble. Donc, vous faites un bilan de compétences et puis apparaît à la fois le fait d'aimer chercher des solutions, vulgariser le complexe et puis la notion d'assurance. Oui, c'est ça. Donc, le bilan a révélé que vraiment,
j'étais prête pour l'entrepreneuriat, ça faisait aucun doute. Par contre, il fallait vraiment que j'aille dans mon secteur de prédilection, donc qui était les assurances, pour le côté, comme vous l'avez dit David, très technique, et puis aussi l'accompagnement, puisque pour moi, c'est un métier d'accompagnement. Et voilà, j'ai pris cette décision à la suite du bilan de me lancer et de créer ma société. Donc, je suis allée rencontrer plusieurs acteurs du marché. Donc, j'ai rencontré notamment Initiative Mayenne. J'ai rencontré aussi la CCI, voilà, pour valider quand même que mon plan d'action, si je peux dire, était le bon, que mon business plan était solide. Et ça m'a appris plein de choses, même si je n'ai pas fait appel à eux, puisque je ne me suis pas fait financer par Initiative Mayenne, mais que par la banque. Ça vous a appris quoi? J'en discutais avec Karine tout à l'heure. Le plan de trésorerie, ça, c'est vrai qu'on parle toujours de business plan, donc on voit à 3 ans, 5 ans, 8 ans. Par contre, on ne parle pas au jour le jour. Donc ça a été bien. Et puis Ludovic Plessis, que j'ai rencontré dans le cadre de la CCI, m'a vraiment permis de voir qu'il fallait que je m'entoure, que j'ai des acteurs autour de moi et surtout que j'ai des… je ne vais pas le trouver. Des acteurs de quoi? Des acteurs, c'est-à-dire un réseau assez varié. Et puis, si vous ne trouvez pas l'idée, Ludovic va répondre à votre place. Ludovic, bonsoir Ludovic. Bonsoir. Des acteurs différents, multiples et variés, c'est qui par exemple? Non, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner aux entrepreneurs. Hein. C'est de ne pas rester tout seul dans son coin, c'est d'être accompagné, c'est d'être entouré, c'est de parler de son projet, de parler de son entreprise une fois qu'on a créé et taper aux portes, aller voir les différentes structures d'accompagnement, mais intégrer aussi des réseaux d'entrepreneurs, des réseaux, pas forcément d'entrepreneurs non plus, hein, mais il y a tout un tas de réseaux. On a la chance d'être sur un territoire dynamique en Mayenne, facilement accessible. Donc, c'est aussi le sens de la discussion qu'on a pu avoir avec Béatrice, hein, c'est faire savoir qu'on existe et se faire connaître. Et y compris quand on a une idée qui peut paraître un petit peu innovante. J'ai souvent entendu des experts comme vous dire, mais même si c'est innovant, de toute façon, le temps qu'on vous rattrape, vous aurez monté votre entreprise. Oui. Alors l'innovation, je ne suis pas un grand spécialiste de l'innovation. C'est vrai qu'on a une structure en Mayenne qui s'appelle Laval Mayenne Technopole qui accompagne aussi les projets innovants. Alors après, l'innovation, c'est très compliqué. Il faut la trouver, la vraie innovation, parce que en quelques clics sur Internet, on a vite fait de découvrir que notre idée, finalement, elle existe déjà. Oui, c'est ça. En tout cas, parlez-en, c'est ça le message. Tout va s'enchaîner pour vous, Béatrice. Décision. Alors, vous demandez une rupture conventionnelle. Décision en mars. Votre deuxième enfant qui naît en mai. Un congé maternité en août. En octobre, la formation. Vous poursuivez le récit? C'est ça. Donc, fin de mon contrat salarié le 18 octobre. Et 21 octobre, j'ai commencé ma formation à Paris, donc pour être agent général du conservateur. 19 décembre, j'obtiens mon habilitation. Donc, je passe un examen pour être agent du conservateur. Et puis, 1er janvier, je crée ma société. 31 janvier, j'ai mon numéro ORIAS, donc le numéro qui me permet d'exercer en tant qu'agent général. Et puis, voilà. Depuis le 1er février, je suis officiellement chef d'entreprise. Et tout ça en un an. En un an seulement, bravo. Moi, ça me paraît quand même rapide. C'est ce que je vous disais en préparant cette émission. Et puis, en fait, non, pour vous, c'est logique, c'est normal. Pour moi, ça a été long. Parce qu'entre le moment où j'ai pris la décision en mars et le moment où j'ai créé, il s'est presque passé un an, en fait. Il y a un bébé quand même dans cette aventure. Ouais, mais non, c'est… pour ceux qui me connaissent, ils le savent, je vais très vite. Pas un poil de jeu pour Béatrice. Alors, vous démarrez l'entreprise au moment où, quelques semaines plus tard, le confinement démarre. Comment vous vivez déjà personnellement et puis ensuite, comment ça se traduit dans votre business? Alors, premier confinement, la cata. Franchement, j'étais abasourdie déjà qu'on puisse être confiné. Je n'imaginais pas vivre ça dans ma vie, vraiment. Le vendredi, on était en vacances. Le samedi, on rentre. Et le lundi, on est chez nous avec nos enfants. Voilà, 2 enfants de moins de 3 ans. Ça a été très, très, très sport, puisque le confinement, pour moi, n'a pas duré 2 mois, mais 4. Puisqu'il faut savoir que les enfants n'ont pas repris l'école ni la crèche. Donc, c'était…
horrible. Honnêtement, c'était horrible et ça a engendré des changements de vie personnels. On salue vos enfants quand même, hein, au passage. Non, je les adore. Hein. Ah oui, parce que forcément, vous êtes en plein élan. Vous dites quelque chose qui m'a épaté. Tous les gens que je rencontre savent ce que je fais. Ah bon, je vous ai dit ça? Ouais, vous m'avez dit ça. Bah, en fait, moi, La prochaine fois que vous préparez une émission avec moi au téléphone, vous saurez que je note tout. D'accord. Ah ben, en fait, moi, je parle systématiquement de mon métier. Ouais. Voilà. Donc, après, ils savent ce que je fais. Je ne sais pas s'ils l'ont compris, mais en tout cas, ils ont entendu que Béatrice Chauvin était agent général du conservateur. C'est ça, avoir des réflexes. Là encore, on revient à la notion de réseau de tout à l'heure. Vous choisissez vos clients aussi. Ah, ouais. Vous choisissez vos clients, mais c'est pas normal ça quand on vient de monter sa boîte, on choisit pas ses clients. Bah, je trouve que c'est un privilège quand on est chef d'entreprise, c'est ça. Pour l'instant, en tout cas, je l'ai choisi parce que je n'ai pas envie de m'embêter. En tant que salarié, je trouve qu'on a beaucoup de contraintes. On doit vraiment faire ce que nous dit notre manager. Voilà, aller voir telle entreprise. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, ben, c'est moi qui vais rencontrer les personnes que j'ai envie de rencontrer. Je fais de ces gens mes clients puisque j'ai envie de construire une relation moi, dans la durée. Voilà, comme je vous disais, j'ai 36 ans. Généralement, les clients des assureurs sont là pour 20 ans. Donc, il vaut mieux que je m'entende avec mes clients. Oui, bien sûr. Vous êtes joueuse, Béatrice. Bien sûr, je suis joueuse. Main sur le buzzer. Vous êtes joueuse et je vous propose un petit jeu. Est-ce que vous voulez bien nous faire une petite improvisation pendant les 40 secondes? Moi, ce que j'aime dans mon quotidien de dirigeante. Ok. Vous êtes prête? Ouais. Vous voulez des encouragements peut-être? Parce que c'est pas facile ce que je vous propose. Je sais que vous en avez largement les capacités. Moi, ce que j'aime dans mon entreprise, dans mon quotidien de dirigeante. Alors, moi, ce que j'aime dans mon quotidien de dirigeante, c'est les nouvelles rencontres. Moi, ce que j'aime dans mon quotidien de dirigeante, c'est aller à la rencontre. Voilà, aller à la rencontre, donc c'est la deuxième fois, mais bon. Moi, ce que j'aime dans mon quotidien de dirigeante, c'est la liberté. Ouais. Moi, ce que j'aime dans mon quotidien de dirigeante, c'est mon métier. Moi, ce que j'aime dans mon quotidien de dirigeante, c'est apprendre. Moi, ce que j'aime dans mon quotidien de dirigeante, c'est partager. Moi, ce que j'aime dans mon quotidien de dirigeante, c'est m'amuser. Et moi, puis un dernier pour la route? Oui, moi, ce que j'aime dans mon quotidien de dirigeante, c'est rencontrer d'autres entrepreneurs. Yes, bravo, elle l'a fait, bravo. Et ce que vous aimez aussi, Béatrice, c'est la gratitude. C'est très important pour vous de remercier votre entourage, de remercier, y compris vous-même. Oui, donc c'est une autre entrepreneur qui m'a fait prendre conscience de ça. On se sert souvent en dernier. Le salaire dans l'entreprise, par exemple, on le prend en dernier. On donne d'abord à nos fournisseurs, à nos clients. Ensuite, au niveau de la famille, les femmes se servent aussi souvent en dernier. On fait pour les enfants, on fait pour le mari. Donc, elle m'a dit que c'était très important de se remercier et de prendre du temps pour soi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais retenu de Chef l'année dernière, c'est prendre du temps pour soi et se remercier, être fier de soi. Être fier de soi. Vous savez combien vous voulez gagner? Oui, je sais combien je veux gagner. Avant mes 40 ans, je veux gagner 5 000 € par mois. Et ben voilà, c'est ambitieux. Et en même temps, vous allez y arriver bien avant 40 ans, la partie comme vous êtes. On verra. Je connais pas l'avenir. Je vous ai posé la question de savoir quelle chanson symbolisait le mieux votre parcours et vous m'avez répondu ceci. C'est maintenant le bonheur en fait. Tout à fait, c'est maintenant le bonheur. C'est maintenant le bonheur. Merci beaucoup pour votre témoignage. Vous restez avec nous bien sûr puisque nous allons poursuivre la discussion, mais cette fois-ci avec voilà mon jingle, avec des experts. Parole à retenir. À retenir. Béatrice Vivier, qui est avec nous? Rappelez-nous pour ceux qui nous ont pris en cours. Alors, pour cette thématique, c'est Emmanuel Lourdier de la Chambre des métiers de la Mayenne et Karine Fortin d'Initiative Mayenne. Pour commencer, Emmanuel. Et Annie Cousin-Allier pour… par la suite, pour le temps de vivre pleinement et de réagir, effectivement. Exactement.
Voilà. Emmanuel, comment les chambres consulaires soutiennent et accompagnent les porteurs de projets? Donc, bonjour à toutes et tous. Alors, les chambres consulaires, l'idée, c'est qu'on soit en capacité, nous, d'informer, de former et d'accompagner tous les porteurs de projets. Alors, de l'artisanat pour la chambre de métier et du commerce pour la chambre de commerce, et donc les informer sur les étapes d'une création-reprise d'entreprise, pourquoi c'est important de définir ces étapes-là, de les valider, de bien vérifier effectivement tout ce qui sera important demain dans le futur métier de chef d'entreprise. La partie formation aussi, qui est importante, se former au futur métier de chef d'entreprise, parce qu'effectivement, ça a été dit tout à l'heure, on ne passe pas du salariat à l'entrepreneuriat comme ça en claquant des doigts. C'est vraiment un changement de vie, et donc il faut y être préparé, et que on a beau être expert, on va dire, dans son métier, on ne l'est pas forcément dans tous les domaines du chef d'entreprise, sur l'administratif, la gestion, le commercial, etc. Donc c'est important de bien apprendre. Et le café, on a dit. Ça. Comment ? Et le café, on a dit. Et le café. Il faut savoir vraiment tout faire. Oui, oui. C'est important. On est multitâche, effectivement. Et en même temps, Emmanuel, si on ne sait pas tout faire, on peut être accompagné par les experts qui sont là. Bien entendu, l'idée c'est que de toute façon, on réussira pas à un moment donné à être bon partout dès le départ, surtout parce que le métier il s'apprendra aussi sur le tas. Et au démarrage, effectivement, c'est extrêmement important d'être accompagné en individuel, en collectif, comme l'a dit Ludovic tout à l'heure, de faire appel au réseau. Aujourd'hui, en Mayenne, on est beaucoup de partenaires à intervenir, à se connaître depuis pas mal d'années maintenant. On a la chance effectivement d'être un petit département, donc ça facilite quand même le démarrage. Vous êtes tous allés au collège ensemble, en plus, on peut Presque, oui. Évidemment, c'est une boutade. Qui relève du registre des métiers, Emmanuel ? Alors, les activités artisanales, c'est tout ce qui va être les métiers du bâtiment principalement. C'est le plus gros secteur d'activité représenté dans l'artisanat. Chez nous, c'est tout ce qui est gros œuvre, seconde œuvre, finition, terrassement, génie civil en gros. Ensuite, on a un gros secteur d'activité, celui de la réparation et des services. Là, on est plutôt sur tout ce qui va être réparation de véhicules, automobiles, motos, cycles. Et puis, dans les services, on a énormément de choses, les fleuristes, les instituts de beauté, les salons de coiffure, les ambulances, les taxis, les cordonneries, les pressings. Donc, c'est extrêmement vaste. Il y a toujours un stage obligatoire pour qui veut entreprendre dans le cadre du registre des métiers ? Alors, le stage n'est plus obligatoire aujourd'hui. N'importe quel porteur de projet, que ce soit de l'artisanat, du commerce ou une profession libérale, aujourd'hui n'a plus cette obligation de formation qui n'était valable d'ailleurs que pour les porteurs de projet de l'artisanat. Aujourd'hui, ça a été levé, mais comme on le disait souvent pour animer les réunions avec Ludovic de la Chambre de commerce, l'incitation, elle est forte. C'est pas parce que c'est pas obligatoire que c'est pas important de le faire, et que effectivement, souvent, certains qu'on peut côtoyer en réunion d'information se sont levés le matin presque en pensant avoir la bonne idée, et on voit bien qu'effectivement, il va falloir peut-être un petit peu creuser cette idée, quoi. Et attention au paradoxe, et ça sert à ça justement, ces stages, ces accompagnements, le paradoxe de l'entrepreneur, de l'entrepreneuse qui aurait beaucoup de travail, mais pas suffisamment de trésorerie, pas suffisamment de temps à consacrer pour la partie administrative, et qui peut se retrouver en très grande difficulté. Vous en rencontrez, notamment des artisans concernés par ces phénomènes, Emmanuel ? Bien entendu, oui, parce que souvent, nous, on entend dire oui, mais je suis bon, voire même très bon dans mon métier, donc forcément, ça va marcher. Sauf que c'est pas suffisant. Effectivement, d'être bon, voire même très bon, c'est très important, mais ça suffit pas. Il faut être un bon gestionnaire, il faut être un bon commercial, faut savoir s'entourer et déléguer effectivement quand on a peut-être quelques faiblesses au niveau administratif et comptabilité. Et ça, c'est vrai que c'est… avec nos invités experts comptables. Tout à fait. Karine Fortin est également avec nous, Béatrice. Bonsoir Karine. Bonsoir à vous tous. J'avais une petite question, mais pour un peu éclaircir le rôle de chacun, qu'est-ce qu'apporte l'initiative et quelles sont les valeurs qui œuvrent pour les porteurs et les créateurs et chefs d'entreprise sur notre département ? Pardon, j'en perds mon…
Ça, ce sont des aléas du Attendez, direct. c'est pas grave, j'ai envoyé une pub pendant ce temps-là et puis on Ça se y est. retrouve dans un instant pour la réponse. Non, non, Initiative Mayenne, en fait, déjà, c'est un réseau de bénévoles, en fait, donc où on va retrouver des chefs d'entreprise, experts comptables, on va retrouver aussi également chambres consulaires, les banquiers, assureurs. Et en fait, nous, notre cœur de métier, c'est clairement d'accompagner les jeunes créateurs d'entreprises qui s'installent. Alors, premièrement, d'un point de vue financier, puisqu'effectivement, on peut mettre en place des prêts d'honneur pour conforter les apports et la trésorerie, en tout cas, dans tous les projets de reprise et de Un prêt création d'honneur, d'entreprise. c'est un prêt, C'est un prêt à taux zéro. à taux zéro. Oui, ce Ouais. sont des prêts à taux zéro. Et en fait, ils viennent clairement compléter les prêts bancaires qui peuvent être sollicités au moment de la création. Et c'est clairement fléché sur la trésorerie pour clairement conforter la trésorerie et les apports des créateurs qui souvent font défaut, en tout cas au moment de l'installation des entreprises. Alors, Karine, il est attribué à l'entrepreneuse Oui. ou à l'entrepreneur. Ça veut dire que c'est comment dire, il emprunte sur ses deniers personnels et il doit rembourser sur ses deniers personnels ou c'est aussi sur son entreprise? Non, en fait, il a effectivement, donc c'est un prêt personnel, effectivement qu'on accorde en fait à la personne. Donc effectivement, nous on fait le virement sur le compte de la personne et on se prélève effectivement sur les comptes perso. Mais effectivement, ce prêt est mis en compte courant de l'entreprise. Donc il est bien fait. C'est là où effectivement, c'est un prêt qui est non affectable. Donc une fois que vous l'avez, Non affectable, ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, en fait, c'est pour financer du petit matériel qui n'était pas prévu, c'est pour tout simplement financer les premiers loyers, les premiers salaires, les mois d'assurance, les honoraires en fait qui peuvent aussi être mis en place au départ. Ça veut dire qu'on verse, si quelqu'un nous sollicite pour 5 000 euros, on lui verse 5 000 euros tout de suite et quelque part, il le met sur son compte de l'entreprise pour payer en tout cas les premiers mois de trésorerie de l'entreprise. Et ça rassure le banquier, la banquière, bien sûr, parce que ça a un effet levier. Racontez-nous ce que c'est que l'effet levier. L'effet levier, aujourd'hui, en fait, en moyenne, on est sur un effet levier de 8. Mais l'idée, c'est-à-dire que quand nous, on prête 1 euro, on peut aller chercher des prêts bancaires en face qui peuvent aller de 50 à 60 000 euros, voire un peu plus. En moyenne, on est plutôt sur des prêts bancaires de 80 000 euros. Et nous, nos prêts ils oscillent entre 1 500 et on peut monter jusqu'à 40 000 euros en fonction des projets. 40 000 euros. Pour comment bénéficier d'un prêt d'honneur, il faut passer, vous le savez, Béatrice, il faut passer en comité d'agrément. Comité d'agrément, ça peut être intimidant, un comité d'agrément? Oui, ça peut être intimidant parce qu'on se retrouve en fait devant souvent 10 à 12 personnes. Alors, on s'est adapté en ce moment, les fait en visio, donc un peu comme ici. Mais effectivement, on peut se retrouver devant 10 personnes. Audrey est passée en comité sur Laval. Donc, devant nous, on va retrouver… Regardez-moi, Audrey. Ouais, oui. C'est bien. Vous n'avez pas l'air trop perturbé par le comité d'agrément. Non, mais c'est quand même une épreuve importante malgré tout. Oui, parce que je pense que ce qui est important, c'est qu'on va exposer effectivement son projet. Ouais. Alors, nous, ce qu'on a mis aussi également en place, c'est que maintenant, en fait, justement, pour anticiper un peu ce passage, on a des ateliers en fait, de coaching en fait, qui sont proposés à tous nos créateurs pour justement les aider un petit peu. Voilà. Alors, on ne va pas sur le fond du projet. On va plutôt, le coach est plutôt là pour les aider à présenter, apprendre à pitcher, comme Béatrice l'a fait tout à l'heure, apprendre à pitcher en 15 minutes, en fait, maximum, son projet, et puis éventuellement les orienter, en tout cas, sur la façon de présenter leur projet. Donc, il y a un premier atelier de coaching, le comité d'agrément, et après, une fois que ça a été fait, en fait, on propose à tous nos créateurs des ateliers sur la communication, sur la gestion. On n'en fera pas des experts comptables, hein. On est d'accord. Ça tombe bien, ça arrange Jackie et Sylvain, nos invités. Mais voilà, c'est au moins pour, en tout cas, leur donner des clés, en tout cas, pour qu'ils puissent démarrer dans les meilleures conditions. Ouais. Un dernier mot, Karine Fortin. D'abord, oui. Je rappelle qu'on va voir Initiative Mayenne lorsque on a l'intention d'emprunter auprès de la banque. Oui. Si on n'a pas encore l'intention d'emprunter, il y a d'autres acteurs, dont les chambres consulaires, qui peuvent vous accompagner et puis peut-être déclencher cette envie d'emprunter. Et puis, lorsque on bénéficie de ce prêt d'honneur, on bénéficie également d'un accompagnement post-création. Oui, qui est surtout en fait chez nous le parrainage. Le parrainage, en fait, ce sont la mise en relation en fait, avec un chef d'entreprise, alors qui n'a rien à voir avec votre domaine d'activité.
Je pense typiquement à un parrainage un peu atypique qu'on avait mis en place. C'était quelqu'un qui travaillait dans la haute couture, qui a parrainé en fait quelqu'un qui était dans un atelier de découpe en boucherie. Deux domaines complètement distincts, mais qui vient plutôt justement, voilà, vient vous voir, savoir comment ça va, comment ça se passe, où est-ce que vous en êtes. Un peu ce moment, en tout cas, vous sortir un peu le nez du guidon. Parce que quand vous créez votre entreprise, souvent vous avez tendance à avoir le nez un peu dans le guidon, vous pensez projet, votre entreprise, et ce parrain, justement, il vient vous sortir de temps en temps et vous poser, prendre un café et dire « Et au fait, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Et comment ça va ?» Donc, c'est vraiment pour les aider aussi à prendre du recul. Et je rejoindrai sur ce que disait Ludo tout à l'heure. Emmanuel le dit aussi tout à l'heure. Il y a des réseaux qui existent. Moi, si j'ai un conseil en tout cas à donner à toutes les personnes qui veulent se lancer, c'est quoi qu'il arrive, restez pas tout seul. Il y a des réseaux, il y a du parrainage chez Initiative Mayenne avec du parrainage individuel, mais il y a d'autres réseaux qui existent aussi. J'ai envie de vous dire, chacun trouve un peu son compte. Peut-être certains vont être très bien dans des réseaux, certains, le parrainage, ça leur conviendra, d'autres, c'est plutôt du suivi individuel. J'ai envie de dire, il existe une multitude de réseaux, quels qu'ils soient. Prenez-en un et restez-y pour ne pas rester tout seul. L'essentiel, en tout cas, c'est de pousser une porte assurément. Vous avez des questions, messieurs, dames, qui nous suivez dans cette salle Zoom dans le cadre de cette émission. Vous la posez, votre question sur le chat est également avec nous. Annie Cousin-Allier, Béatrice. Oui, complètement. De ce fait, avec tout ce qu'on peut entendre entre le témoignage, partenaire… On vous entend moins, Béatrice. Je t'entends plus. Béatrice. Béatrice, il va falloir refaire votre phrase parce que la j'ai rien compris. a bugué. Je disais, les réactions à chaud, quelles sont-elles pour vous avec le témoignage et les interventions des chambres consulaires? Moi, en ce qui me concerne, c'est un petit peu difficile de me projeter parce que j'ai pas du tout suivi ce parcours-là. Je suis passée puisque je travaille dans un réseau à la base en tant que vendeur à domicile indépendant. Donc, je suis passée d'un statut de salarié à un statut de VDI. Et lorsque j'ai créé mon entreprise en sortant de ce statut de VDI, j'étais absolument pas du tout préparée à ça. Je savais pas dans quoi je m'embarquais. Ça veut dire et du coup, vendeur à domicile indépendant. Donc, c'est de la vente à domicile. Alors, moi, je suis tombée dedans un petit peu par hasard suite à des soucis de santé. Et du coup, aujourd'hui, c'est vrai que je suis chargée du développement d'un réseau de vendeurs à domicile pour un fournisseur Forever Aloe Vera Compagnie. Donc, je parraine, je forme et j'accompagne mes futurs collaborateurs pour les aider à créer leur propre point de vente. Cependant, alors moi, j'aime le côté relationnel, j'aime aider les gens, mais tout le côté gestion et entrepreneuriat, pour moi, c'était quelque chose de très abstrait. Donc, je n'ai pas du tout suivi le parcours avec les acteurs mayennais. Donc, je les ai découverts au fur et à mesure, en quelque sorte. Et c'est vrai que… Qu'est-ce qui est commun entre le parcours de Béatrice Chauvin que vous avez entendu tout à l'heure et puis cette façon d'entreprendre que vous accompagnez avec un certain nombre de personnes que vous nommez des collaborateurs? Oui, ce sont des collaborateurs. Oui, pour moi. Enfin, après, on les appelle les filleuls, on les appelle les partenaires. En fait, comme on est tous indépendants, ce ne sont pas des salariés pour moi. Ils ont chacun leur entreprise. Moi, j'ai la mienne. Je suis toute seule dans mon entreprise, un petit peu comme Béatrice d'ailleurs. Et c'est vrai que comme elle, moi, c'est vraiment dans l'entrepreneuriat, c'est la relation humaine qui m'a animée et qui m'a incitée à faire ce métier-là. Mais effectivement, j'ai fait beaucoup d'erreurs parce que justement, je ne me suis pas adressée, ne sachant pas comment faire, puisque j'ai glissé en quelque sorte du statut de salarié au statut de chef d'entreprise. Et je ne me suis pas adressée aux bonnes personnes, j'ai envie de dire, parce que j'étais prise dans la passion de mon métier. Ouais. Vous avez fait quoi comme erreur, par exemple, Annie? Puisqu'on en est au à culpa, là.
Déjà, pas m'entourer du bon comptable. J'ai changé plusieurs fois de comptable parce que j'ai pas forcément choisi le bon statut dès le départ. Donc voilà, c'est de ne pas me rapprocher suffisamment tôt des réseaux locaux, les réseaux de bouche à oreille. J'ai découvert ça vraiment petit à petit. J'étais tellement focus sur l'accompagnement des personnes qui me faisaient confiance et mes clients que je n'ai pas donné suffisamment de temps pour construire mon plan d'action, pour faire ma vision à long terme. En quoi la posture commerciale est différente lorsqu'on intervient à domicile? J'ai pas En quoi la posture commerciale des entrepreneuses, je dis entrepreneuses, je ne sais pas si je dis bien, j'ai mal l'hypothèse que c'est une majorité de femmes. Oui, tout à fait, une majorité. Quoiqu'il y a de plus en plus d'hommes qui nous rejoignent, donc c'est intéressant. En quoi la posture commerciale est différente par exemple, de la posture de Béatrice Chauvin? D'aller à domicile? Aller à domicile. Il y a la convivialité d'aller à domicile. Il y a aussi la relation qui se fait avec le client, qui est une relation durable puisqu'on entre dans l'intimité des gens. Et c'est vrai que la personne qui nous laisse rentrer, qui nous confie un certain nombre de choses, eh bien, moi, ça fait 12 ans que je fais ce métier-là et je peux vous assurer qu'il y a des clients qui sont devenus des amis. Donc, et des distributeurs aussi. Donc, et des distributeurs également. Merci beaucoup, Annie, d'avoir témoigné dans cette émission. Eh bien, on va partir au standard à présent. Chef, parole d'auditrice. Alors, standard, façon de parler. Béatrice n'a pas son gros téléphone rouge avec elle, mais en tout cas, elle scrute le chat sur lequel peut-être, allô, sur lequel peut-être il y a des réactions depuis 18 heures. Je pense que les auditrices sont un petit peu timides. Je n'ai pas de questions pour le moment, donc n'hésitez pas, harcelez-nous de questions. C'est le moment. Harceler notre standardiste Béatrice. Peut-être y a-t-il un expert, une experte qui souhaite réagir, compléter nos propos. Et s'il n'y a pas de proposition de… Si, Jackie. Bonsoir Jackie Michel, TGS. Bonsoir. Oui, moi je voulais rebondir sur l'accompagnement d'initiatives Mayenne, parce que je pense véritablement que le parrainage est un gage de réussite des créateurs d'entreprises. Donc, quand je parle d'initiative Mayenne, moi je dis toujours que c'est d'abord du parrainage et que la cerise sur le gâteau, c'est le prêt d'honneur. Voilà. Vous êtes membre vous-même d'un comité d'agrément? Ah, mais moi, je parraine un atelier, je vous laisserai deviner lequel. Je vois pas. Celui du parrainage, bien évidemment. Vous êtes expert, forcément. Merci Jackie de nous avoir apporté ces éléments d'encouragement à rencontrer les réseaux et notamment le réseau Initiative. C'est reparti pour la deuxième partie de cette émission. Chef, parole d'invité. Le bolide est lancé, mais où va-t-il et quand s'arrête-t-il au stand et s'arrête-t-il à temps surtout? Quelle course souhaitez-vous courir également? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans votre quotidien? Est-ce que ça se passe exactement comme vous l'aviez imaginé? On va vous faire une confidence, vous qui nous suivez. Un témoin a dû se désister au dernier moment. Et donc, Béatrice, nous avons la chance d'avoir une remplaçante. Pascal Melka qui va nous témoigner justement de plusieurs petites histoires, des vraies histoires et des belles histoires et de beaux témoignages. Et en plus des histoires dont vous pourrez retrouver j'allais dire l'intégralité du récit, ça ne serait pas possible, mais en tout cas une bonne partie dans les émissions que nous avons tournées sur la page Entreprendre au féminin CPME. Les experts qui vont nous accompagner, Béatrice? Les experts qui vont nous accompagner, on va retrouver Ludovic dans cette partie. Ludovic Plessis. Comment? Ludovic Plessis pour la CCI. Exactement. Annie Périnel pour Solutions Inco. Et puis Jackie Michel, TGS France, expert comptable.
Expert comptable. Eh bien, Pascal Melka, merci beaucoup d'être aussi avec nous pour nous raconter des belles histoires, peut-être aussi la vôtre, hein, puisque vous êtes dirigeant d'entreprise, c'est tellement évident que je le précise. Des histoires de rebond, de repositionnement et des histoires toutes contemporaines, parce que évidemment, cette crise sans précédent donne l'occasion à des dirigeantes d'entreprise de se re-questionner sur leur intention personnelle et revoir la stratégie, même la vision de leurs entreprises respectives. On commence avec qui ? Tout à fait, David. Donc, merci. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. On va commencer par, comme nous sommes sur la semaine, c'était la journée européenne aujourd'hui de l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Je trouvais que c'était intéressant de se remémorer. Nous avons eu la chance de l'accueillir lors d'une de nos émissions Chef à vous la parole, de Flore Lelièvre, qui est une jeune femme qui est architecte à la base, hein, formation architecte, et qui a dans sa fratrie une personne porteuse de la trisomie 21. Donc, eh bien, elle a créé non pas une association, comme souvent hein, on peut trouver, mais une vraie entreprise normale, classique, mais qui a cette particularité d'avoir des gens extraordinaires. Je ne reprends que ces propos. Nous avons eu l'occasion avec la CPME de Loire-Atlantique de faire un conseil d'administration et le dîner après là-bas. Ils sont effectivement extraordinaires. Et donc, elle a pris le pari d'embaucher des personnes qui sont porteuses de la trisomie 21 et qui donc sont en cuisine, vont préparer le dîner et on mange très très bien. C'est dans le quartier de Cré, pour ceux qui connaissent un peu Nantes, dans les vieux quartiers nantais. Au service sont aussi ces personnes en situation de handicap et vraiment ça fonctionne très très bien. Et Flore, qui a eu un super succès, des réservations, si vous vouliez dîner, il fallait réserver 4-5 mois à l'avance, partie sur sa lancée, a été reçue par Brigitte Macron et lançait leur deuxième restaurant à Paris, dans le quartier de Marais. Et là, bam, le Covid. Alors évidemment, c'est très compliqué parce que là, c'est une vraie société. Donc là, les sociétés privées ne vivent pas de subventions. Il faut payer ses charges. Il faut payer tout ce que vous avez mis en place, les prêts, hein, les échéances qui démarrent. Et là, effectivement, ça a été avec 70% de charges salariales. Hein. Oui, cet exemple-là, si ma mémoire est bonne. Tout à fait. Donc effectivement, c'est un sacré challenge. Cette histoire, elle nous parle de quelqu'un qui est déterminé à tout prix, puis elle nous parle de quelqu'un qui sait s'entourer, puisqu'elle est entourée de 8 associés. Tout à fait. De 8 associés, de gens aussi totalement, un avocat d'affaires, des experts comptables qui sont effectivement sur ce plateau représentés, mais aussi elle a su aller chercher du prêt d'honneur, elle s'est faite accompagnée par Initiative Nantes, donc je salue Karine, que j'ai eu plusieurs fois l'occasion de rencontrer. J'ai été moi-même une élue d'Initiative Nantes très longtemps, jusqu'à vice-présidente, et je pilotais des comités d'agrément, donc je sais ô combien que c'est nécessaire, c'est important. Mais la plupart des gens, malheureusement, n'ont pas toujours accès à cette information parce que voilà, ils mettent leurs fonds, ce qui est logique, hein, prennent leur cagnotte et mettent les fonds dans la structure. Or là, bon, c'est une jeune femme, on se rend compte que heureusement, on a des sites internet, on a des outils maintenant numériques, que ce soit les métropoles, que ce soit les régions, que ce soit les experts comptables, les banques, etc. On communique de mieux en mieux donc, sur tous ces outils qui sont vraiment indispensables parce que tous ces réseaux d'accompagnement aident et favorisent la réussite du projet mené par l'entrepreneur, que ce soit une femme ou un homme. Et sans, c'est déjà plus compliqué. Donc, c'est eux-mêmes des réseaux qui se démultiplient et qui donnent donc accès aux entrepreneurs à cette multitude de réseaux, que ce soit des dirigeants, mais aussi des collaborateurs, des experts dans leur domaine. Et donc, cette jeune femme a eu l'intelligence et elle est vraiment, elle n'a pas les deux pieds dans le même sabot. C'est clair, c'était une jeune femme brillante. Moi, je suis ravie, son entreprise fonctionne
très bien. Ils ont su rebondir parce que ils ont fait aussi des livraisons. Hein, donc, des livraisons, vous prenez à emporter, comme beaucoup d'entrepreneurs dans la restauration ont été obligés, effectivement. Alors, on sait que ça, malheureusement, ne remplace pas le chiffre d'affaires, ça c'est clair, c'est très compliqué. Mais heureusement, nous avons quand même des aides. Alors, ça ne paye pas tout, hein, mais ça permet aussi de pouvoir tenir un petit peu, quoi. Une autre histoire de rebond avec Karine Minidré qui, à la base, a un bar consacré au jeu. Et puis un jour, elle se rend compte que elle fait beaucoup de choses qui n'ont plus vraiment de sens parce qu'elle n'est plus tellement dans son métier d'origine, qui est une animatrice et une découvreuse de multiples jeux. Et donc, elle décide de repositionner son entreprise. Totalement. Et Karine, je montre, hein, parce que franchement, c'était une très belle rencontre, une belle découverte aussi, chef d'entreprise, moi aussi. Approchez de votre caméra. Karine, comment ? Approchez de votre caméra pour qu'on voit mieux. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est ses coordonnées, mais elle a créé vraiment des outils vraiment fabuleux. Aujourd'hui, on sait qu'avec cette crise complètement dingue qui nous est tombée sur le coin du nez, qu'on est en train de vivre et qui est vraiment loin d'être terminée, malheureusement, puisqu'on en subira les conséquences dans les trimestres à venir de 2021, eh bien, elle a su créer des outils sur justement la gestion des émotions. Là où on entend non-stop aux informations, à la télé, que les gens, que des dépressions et que les gens très mal, les cabinets n'arrêtent pas ne se désemplissent pas de gens désespérés, y compris chez les salariés. Ne croyez pas qu'il n'y a que les employeurs, évidemment, les collaborateurs aussi, il y a des gens qui n'ont pas remis les pieds dans l'entreprise. Eh bien, c'est compliqué à créer plusieurs jeux, et notamment, que j'aime beaucoup, la police des émotions, et elle a carrément déployé un outil. Donc, je ne sais pas si je vais vous l'amener, mais elle est en train de le maqueter. C'est comme avec des potentiomètres, etc. Et c'est vraiment extraordinaire parce qu'on on est la tête dans le guidon, tous, que l'on soit des collaborateurs, des employeurs, des banquiers, peu importe le milieu, des médecins ou autres, on est la tête dans le guidon et à aucun moment on ne se repose ne serait-ce que quelques minutes pour se recentrer sur soi, reprendre connexion avec soi, voir si ça fait sens, si on n'est pas en train de partir dans tous les sens et que ça justement ne fait pas sens, pardon pour cette redondance. Et vraiment, je repense à Philippe Poussin que nous avons aussi accompagné, qui est coach, qui lui aussi a vécu un burn-out et qui à ce moment-là rebondit en créant une structure justement d'accompagnement justement pour les personnes en situation de burn-out. Donc tout ça pour dire qu'elle a créé vraiment des outils très efficaces qui sont pratico-pratiques et qui se permettent de se recentrer sur soi. Je réponds à la question d'Anne-Sophie. Comment peut-on se procurer cet ouvrage ? Eh bien, vous allez sur le site Joker. Le Joker, tout à fait. Alors, c'est la contraction de Joker et Joker. On met là. Voilà, le Joker. Voilà, le Joker. Et cœur. Et vous retrouverez bien des jeux, des outils pour des formateurs, pour tous ceux, y compris pour des dirigeants d'entreprise, pour des managers, pour des dirigeants, pour des RH, pour aussi tout ce qui est coach. Parfois, on a un petit peu, on a envie aussi d'essayer d'autres outils que les même siens, pour les parents, tout simplement. Même pour les parents, parce que finalement, c'est une excellente occasion qui nous avait été donnée avec Karine, cette témoin, d'affirmer les émotions qui existent, qu'on peut toujours tenter de cacher, mais elles nous reviendront à un moment ou à un autre. Donc, le mieux, c'est de les reconnaître, de les accompagner et puis peut-être de le faire collectivement. Un mot rapide, Pascal, sur votre propre parcours de dirigeante. Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous avez fait pendant cette crise de différents pour montrer que l'entreprise, elle vit, ça va de soi, elle se repositionne, elle est en mouvement permanent. Tout à fait. Alors, on a 3 sociétés avec mon époux et 2 fléchés industrie pure. Et donc, on est dans la collecte et valorisation de déchets industriels et on fournit la matière première pour tous les gels. Sauf que nous, c'était des contenants très gros puisque ce sont des camions citernes. Il a fallu être agile.
pour passer à du camion-citerne à du 100 ml. Ça a été le côté agile. Alors, on n'a pas compté nos heures, c'est clair que, en fait, si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il faut… c'est pas facile. Hein. C'est pas facile quand on a la tête dans le guidon, qu'on voit les charges et qu'on n'a pas de chiffre d'affaires et qu'on ne voit pas, j'ai envie de dire, la lumière au bout du tunnel. C'est dur de prendre de la hauteur. Et dans ce cas-là, il ne faut surtout pas hésiter à, comme le disaient tout à l'heure tous nos intervenants, à être entouré, à échanger, à parler. L'isolement, de toute façon, vous enferme et vous ne pouvez pas être dynamique et être en mouvement, ne serait-ce qu'en mouvement physiquement. Alors que si vous allez échanger avec des personnes en visio, en gardant la distanciation, eh bien, ça permet effectivement de prendre conscience. Il y a des gens qui m'ont dit « Tiens, mais tu n'as pas pensé à ça? Ça serait super ça si tu pouvais. » Et puis, on n'y pense pas parce que quand on est dans le négatif, les choses ne nous apparaissent pas, évidemment. Pardon de vous couper, Pascal. Emmanuel Ourdier doit partir sur une autre visio et cette visio s'intitule « La communication, c'est pas mon rayon, être visible » ou « Comment développer ma présence sur le web ». Donnez-nous juste une astuce avant de partir, Emmanuel, pour répondre à cette question. Alors, justement, ça va être l'objet de la visioconférence parce qu'on se rend compte qu'effectivement, aujourd'hui, avec une situation sanitaire comme celle qu'on peut subir actuellement, nos artisans ont vraiment besoin effectivement d'être présents sur le web et numériquement, et c'est d'essayer de voir avec ceux qui maîtrisent peut-être un petit peu moins les outils numériques, comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour augmenter un petit peu leur visibilité et puis mettre en place le click and collect et autres possibilités pour essayer de sortir de cette crise le plus sereinement possible, quoi. Donc, je m'excuse encore de devoir vous quitter et je vous souhaite à tous et toutes une bonne émission et bonne continuation. La Chambre de métier était avec nous ce soir avec Emmanuel Ourdier. Merci à vous. Chef, parole à retenir. Qui est avec nous côté expert, Béatrice, à présent, pour illustrer un peu les propos de Pascal Melka à l'instant? Alors, je l'avais annoncé, donc on l'avait annoncé tous les deux. Donc, il y a Jackie Michel pour TGS France et Annie Vérinel pour Solution Co et Ludovic Plessis pour la Chambre de commerce. Et la première question, elle est pour Ludovic. La première question pour Ludovic. Alors, j'en ai perdu mes notes. Écoutez, je vais le faire. Qu'est-ce qu'on entend par réalité du projet? Parce que c'était le titre de cette deuxième partie de l'émission, Ludovic. C'est être confronté à quelle réalité, forcément au pluriel? Différentes réalités, j'ai envie de dire. Déjà, sa propre réalité. Là, j'illustrerais ça par une adéquation entre la personne qu'on est, les compétences qu'on a et le projet qu'on porte. Donc ça, je mettrais ça plutôt sur sa propre réalité. Et puis la réalité aussi du marché. Parce que c'est bien d'avoir des idées et tous les entrepreneurs ont des idées. Après, est-ce qu'elles sont toutes marchandes, viables, réalisables et faciles à mettre en œuvre? C'est en ça que nous, les chambres consulaires, on peut aussi accompagner les gens. Je me souviens d'un vice-président de chambre consulaire, ça fait quelques années maintenant, qui disait à la fin des vœux, donc on est en janvier, il dit en conclusion de son discours, et cette année encore, bon nombre d'entrepreneurs vont créer des entreprises sur lesquelles on n'aurait à la base jamais parié un copec et pourtant ils vont réussir. Alors on nage dans une subjectivité totale quand on parle d'entreprendre. La réalité d'un marché, c'est aussi ce qu'on décide d'en faire et comment on décide d'entrer en relation avec ce marché. Oui, alors c'est toujours des questions qui ne sont pas évidentes à aborder, parce que est-ce que c'est l'offre qui fait le marché ou est-ce que c'est le marché qui fait l'offre? Là, il n'y a pas forcément de réponse toute faite. Ça sera toujours plus facile de vendre des biens, des services dont les gens ont besoin et qu'ils ont envie d'acheter que de créer quelque chose ex nihilo et d'essayer de pousser pour pouvoir le vendre.
Mais c'est vrai que ça me rappelle pour le coup la réalité du banquier qui va avoir plus peut-être de facilité à financer tiens, une boutique de fleurs, on va en parler dans quelques instants, une boulangerie, qu'un modèle qu'il ne connaît absolument pas. Qu'est-ce qu'il est important d'apprendre, notamment avec vos modes d'accompagnement, pour engager davantage ses interlocuteurs, les banquiers notamment, à nous suivre? Alors, les banquiers, moi, c'est ce que je répète pas à longueur de journée, mais très fréquemment, hein, c'est que le banquier, il ne va pas financer uniquement un prévisionnel comptable. Bien sûr que le banquier, il va regarder la rentabilité de l'entreprise sur le prévisionnel. Après, on a dans cette table ronde, dans cette web radio, plusieurs experts comptables qui font très bien leur travail et qui vont forcément émettre un prévisionnel qui tient la route, hein. Ils sont rares les gens qui vont voir le banquier en disant je vais perdre de l'argent la première année, j'en perdrai encore plus la deuxième et la troisième, bon, on verra comment ça va se passer. Donc, tout le monde arrive devant le banquier avec un prévisionnel qui tient la route et pourtant le banquier ne finance pas tout le monde. Donc le banquier finance avant tout un projet, un homme, une femme, de la confiance, de la crédibilité et puis c'est aussi l'énergie de la personne. Si on n'est pas la bonne personne pour vendre son projet, on ne va pas apporter de la confiance à ces gens-là et ça sera plus compliqué d'aller chercher des financements notamment et puis d'agglomérer un certain nombre de personnes autour de son projet. Est-ce que vous avez une petite histoire de crédibilité par une dirigeante d'entreprise que vous auriez accompagnée, de confiance Non, je vais donner un petit exemple très simple. On organise des formations à la Chambre de commerce et j'ai eu une dame, 5 jours, elle est venue pendant les 5 jours, c'est une formation qui dure 5 jours. Les 5 jours, elle est venue. Son projet, c'était vendre des bijoux. Vendre des bijoux, alors des créations d'artistes, etc. Pendant les 5 jours de formation, elle n'a jamais porté un bijou. Donc, il y a un moment, elle perd sa crédibilité. C'est-à-dire, je veux vendre des bijoux, mais j'en porte pas. Et c'est des petites choses comme ça. C'est imperceptible, mais si, justement, c'est perceptible par tous les gens qui sont en face. C'est ça. Et donc, on peut très facilement perdre de la crédibilité sur son projet. Et l'accompagnement, c'est ça, c'est justement c'est un métier de journaliste un peu que vous exercez, c'est-à-dire vérifier les faits d'une intention déclarée. Effectivement, et puis notre objectif, nous, c'est pas que tous les gens créent leur entreprise, hein. C'est absolument pas le but des chambres consulaires, hein. C'est aussi d'alerter, de prévenir et d'en rassurer certains. Puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, hein, certains avec l'imposteur sont très compétents, mais ont peut-être ce manque de conviction personnelle pour aller plus vite, plus loin. Mais c'est aussi de dire à certains qui, eux, ont cette confiance en eux, mais derrière, on sent que c'est quand même un petit peu bancal et que ça peut très vite coincer. Merci pour vos éclairages. Vous avez envie de questionner notamment Ludovic Plessis de la Chambre de commerce. Le chat est fait pour vous. Annie Périnel est avec nous également, Béatrice. Oui, bonsoir Annie Périnel. Bonsoir à tous. Voilà. Solution Inco, donc une valeur ajoutée pour l'avenir des entrepreneurs, des créateurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va aller dans le temps. Comment Solution Eco intervient sur le territoire pour les entreprises? Alors, Solution Eco, on est l'agence économique du Conseil régional. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers, eh bien, en fait, on est dans la catégorie des aides publiques aux entreprises. Il faut savoir que pour intervenir auprès des entreprises en matière d'aide publique, il y a le bloc des collectivités locales. Et donc, dans les collectivités locales, il y a la communauté de communes, par exemple la Valéco, qui peuvent intervenir, eux, plutôt sur le volet immobilier. Collectivité, il y a le conseil régional. Et le conseil régional a une compétence étendue, peut aider les entreprises et aide les entreprises depuis la création jusqu'à la gestion. Voilà. Et définit ses propres modalités d'intervention, d'aide directe aux entreprises. Et puis, il y a l'État. Voilà. Et en ce moment, avec le plan de relance, on voit aussi toute l'activation des aides publiques qui est faite pour aider les entreprises à surmonter la crise. Donc voilà, Solution Eco. Et je suis présente en Mayenne, dans les locaux de la Chambre de commerce. Et mon bureau est à côté de celui de l'Initiative Mayenne. Les aides publiques, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique.
Exactement. Et moi, j'ai envie de commencer par dire ça parce que ce soir, pour ceux qui ont des projets de création, vous serez sans doute déçus. Je ne vais pas commencer à faire le catalogue des aides parce que ça n'a pas d'intérêt, mais c'est peut-être de vous donner quelques repères. Alors, ce n'est pas automatique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et que le premier conseil, c'est de construire un projet sans compter sur les aides publiques. Voilà, parce que il n'y a rien qui ne m'effraie plus que d'entendre des créateurs, des porteurs de projets qui disent à quoi j'ai droit. En fait, moi, je réponds à rien. Parce que, effectivement, les aides publiques, elles sont hyper ciblées et que ce n'est pas sur le moment de la création qu'il y en a le plus. Je dirais que même c'est là où il y en a le moins. Alors, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'y intéresser. Et ce serait bête de passer à côté. Donc là, il y a eu tout plein d'interventions, de témoignages, je ne veux pas revenir dessus. Mais l'aide publique, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qui va accélérer, c'est le coup de pouce en plus. C'est vrai que… Et ce n'est pas ce qui est à la base du plan de financement. C'est vrai qu'Annie, quand quelqu'un veut monter une entreprise, je l'ai souvent remarqué parce que j'ai un passé dans l'accompagnement et la création d'entreprise. Assez souvent, j'ai pu entendre bonjour, je voudrais monter une entreprise. C'est valable dans des rendez-vous comme celui qu'on est en train de vivre. C'est quoi les aides? C'est quoi le bon statut juridique? Alors que finalement, ce sont quasiment les dernières questions à se poser. Exactement. Exactement. C'est vraiment les dernières questions à se poser. D'abord, sauf en ce moment, parce qu'on est en période de crise et qu'il y a massivement une intervention publique, mais c'est très ciblé. Ce n'est pas sur la création d'entreprise, hein, soyons attentifs, hein, tous les milliers d'euros qu'on entend. Effectivement, c'est plutôt pour aider les entreprises à surmonter cette période qui est particulièrement critique. Mais sinon, le contexte, c'est que globalement, les aides publiques, elles sont plutôt en baisse. Voilà, que ce soit du côté de l'État ou des collectivités. Mais rassurez-nous, on peut… C'est de l'impôt, tout simplement. L'aide publique, c'est de l'impôt. Hein. Rassurez-nous, être aidé quand même. À un moment alors voilà. Mais par contre, ce que je vous disais, c'est la cerise sur le gâteau. Et ce serait bête de ne pas s'y intéresser et de passer à côté. Alors, comment faire? D'abord, je vais vous casser aussi une idée reçue. Ce n'est pas si compliqué que cela, en fait. Voilà. Parce que je vous ai dit, qu'il y avait. Et la meilleure manière de ne pas passer à côté, c'est de se faire accompagner. Voilà. Donc, sur la création d'entreprise, alors, je ne vais pas les détailler, mais il y a des aides, quelques aides à la création, voilà, sous condition. Et la porte d'entrée, c'est initiative. On a largement parlé de tout l'intérêt de s'appuyer sur initiative pour le prêt d'honneur, pour le conseil, pour le parrainage, pour l'accompagnement. Voilà. Ce n'est pas les seules aides. Il y a aussi, à la création, il y a des aides à l'innovation. Et donc, l'innovation, voilà, si jamais on ne connaît pas la Technopole, ce serait bien un drame que vous ne soyez pas passé ni par initiative, ni par la chambre de commerce, ni par la chambre de métier. Et ce que je veux vous dire, c'est que tous les partenaires que je cite sont des partenaires de terrain qui connaissent les aides de la région à la création d'entreprise. À la création, ça ne sert à rien de venir vers nous directement. On passe par les partenaires que je cite. Et j'y ajouterai les collectivités locales, les communautés de communes, la Vallée Économie. Donc, tout ce monde-là est régulièrement formé et informé des dispositifs d'aide. Donc, il existe des solutions malgré tout, même si elles sont… Exactement. Voilà, vous disiez un petit peu sur le déclin, mais il y a possibilité de trouver des solutions, notamment pour le développement d'entreprises. Parce que à titre, j'allais dire personnel, en tout cas au titre de votre entreprise, vous avez bénéficié de ces aides de Solutions Éco. Tout à fait. Sur la deuxième société, nous nous sommes dotés d'un site, en fait, d'un site marchand. Et c'est à cette occasion-là que nous nous sommes fait accompagner voilà, vous pouvez avoir le droit à prétendre à une aide. En fait, ce qui se passe, et on le voit, hein, que ce soit pour tout le secteur d'activité, en France, on est très en retard sur le numérique et le digital. Et pour cause, eh bien, nos commerçants qui sont fermés, s'ils avaient eu un site internet, ne serait-ce qu'un site, sans parler d'un site marchand, auraient pu rebondir plus facilement. Or là, c'est la galère. Donc, c'est soit des pages Facebook, etc. Et donc, l'État met vraiment le paquet, mais déjà avant même le Covid, met vraiment des fonds sur la table. La CPME, nous travaillons vraiment en étroite collaboration avec que ce soit Bruno Le Maire ou autre, ils mettent vraiment le paquet là-dessus parce que c'est on voit bien, hein, on constate aujourd'hui avec cette crise, mais il y en aura d'autres.
Donc, nous, on a bénéficié sur notre deuxième société de cette aide. Donc, c'est 50%, ça peut aller jusqu'à 50% de votre investissement. Donc là, nous, on avait à créer un site internet marchand avec une application. Donc, eh bien, on est content d'avoir eu les 50% de notre, avec un plafond à 15 000 euros, bien sûr. Hein. C'est pas illimité, puisque comme le disait Perrine, ce sont nos impôts quand même avant tout. Hein. Naturellement. Ça tombe pas du ciel. Voilà. Annie Périnel, un dernier mot sur… c'est un très bon exemple. Merci Pascal. Parce que de fait, je dirais que sur les aides publiques, elles interviennent tout au long du parcours et particulièrement sur le développement et sur des… Effectivement, elles jouent un effet d'accélérateur. Très bon exemple sur le numérique, mais on va aussi trouver des possibilités d'être aidé. Demain, vous voulez vous développer à l'international, il faut avoir des ambitions aussi de ce niveau-là. Il y a des possibilités en matière d'innovation, en matière de modernisation sur des procédés de fabrication. Donc, ça vaut le coup de regarder le sujet et ça ne coûte rien de demander s'il y a une possibilité d'être accompagné. Ça ne coûte rien d'essayer, effectivement. Merci. C'est très facile d'accès, hein. Les personnes, je le redis, je complète, c'est vrai, on est vraiment agréablement surpris. Hein. Nous, on a été agréablement surpris de l'accompagnement très professionnel qui est vraiment en lien avec tous les réseaux. Moi, je vois avec BPI France, etc. Ils sont en lien avec tous et donc c'est vraiment… des facilitateurs et ils sont vraiment, ils vous conseillent. Donc, c'est vraiment une très grande aide. Vraiment. Merci pour ce travail. Merci à toutes les deux. Jackie Michel est avec nous, directeur associé de TGS France. Vous êtes expert comptable. Mais je vois TGS chez Jackie Michel et chez Béatrice Vivier. Eh bien oui, c'est un hasard total. On travaille ensemble. On travaille ensemble. Béatrice, vous avez envie de poser une question à votre patron, Béatrice? J'ai envie de poser une question, mais avant, je voulais remercier Annie. Et je me souviens qu'elle avait dit quelque chose, donc je vais juste rajouter un tout petit mot. Il n'y a pas plus simple pour obtenir des informations que de pousser une porte ou de décrocher son téléphone. Si ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas grave, on vous donnera des réponses. Et je vais rebondir là-dessus. Jackie, j'ai une question. Et lors de la création, on dit toujours qu'il y a besoin d'un expert comptable. Et comme disait Ludovic, pour un prévisionnel. Mais est-ce que l'expert comptable a que ce rôle-là? Ce soir, moi, j'ai envie de donner un scoop. Je vais vous donner les 3 piliers pour réussir ou pour augmenter vos chances de réussir. Les 3 piliers, c'est la préparation et la préparation. Voilà, parce que… Vous faites le coup du commerce, l'emplacement. Voilà, l'emplacement. Eh bien, avant d'avoir l'emplacement, il faut se préparer. La création d'entreprise, chez nous, on fait ça en parallèle avec la préparation d'une aventure. Personne n'irait monter le Mont Blanc ou l'Everest sans bien se préparer. Eh bien, créer son entreprise, c'est une longue phase de préparation. Alors, on ne réalise pas un prévisionnel d'ailleurs, on réalise des prévisionnels parce que c'est un échange entre les experts comptables et le porteur du projet. Le prévisionnel va faire mûrir le porteur du projet sur son projet. On va avoir différents amendements. C'est un outil qui est vivant, effectivement. Et puis, on va aborder la partie chiffres, bien évidemment, c'est le métier de l'expert comptable, mais on va aussi aborder tous les autres points en relation avec les différents interlocuteurs. Mais alors, on va parler du statut juridique, et là, on va travailler avec les avocats, on va parler du statut personnel, et on va travailler avec les notaires, on va travailler avec Initiative Mayenne, on va travailler avec les chambres consulaires. On va aussi parler de l'engagement. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, est-ce que vous êtes prêt à passer de 35 à 70 heures de travail pour gagner 2 fois moins qu'avant? Voilà. Ça, c'est des engagements et c'est des aspects qu'il faut aborder avec le porteur de projet parce que quelquefois, quand on est porteur de projet, on est dans la phase euphorique. Oui. Et
Et nous, notre rôle, des fois, alors avec Karine, parce qu'on échange souvent avec Karine Fortin, eh bien, on leur casse un peu le moral, pas pour le plaisir de leur casser. Pardon? Pourquoi vous faites ça? Faut pas casser le moral des gens comme ça. Non, on ne leur casse pas le moral, mais on leur fait revenir à une réalité, peut-être à une dure réalité. En tout cas, ce que j'entends, c'est que vous êtes un peu les couteaux suisses, les MacGyver de la quête. Ça me plaît bien, MacGyver. Et puis, malheureusement, on parle du plan B aussi. Qu'est-ce qui se passe si ça ne se réalise pas, voire même si ça ne se réalise pas du tout? Voilà. Et il faut aborder l'échec. L'expert comptable fait beaucoup de choses, ça on l'entend. On peut même avoir d'ailleurs parfois des attentes très fortes à l'égard de son expert comptable, j'ai envie de dire des attentes même démesurées. C'est l'expert comptable qui me dit bon, les charges, combien je dois me verser même parfois. J'entends ça. C'est le rôle de l'expert comptable de dire ça? Alors, l'expert comptable, il a un rôle de conseil simplement. Et il y a une phrase que j'aime bien, c'est le conseil n'est pas le payeur. Donc, l'expert comptable donne des pistes de réflexion, mais ça doit être le porteur de projet ou le chef d'entreprise qui prend la décision. Ouais. Dernière question, qu'est-ce que l'expert comptable ne fera pas ou alors sous la torture? Travailler gratuitement. Ah, d'accord. C'est clair pour tout le monde? Voilà. Les experts comptables. Non, alors, on accompagne les porteurs de projets par certains dispositifs. On a des prix relativement bas sur les accompagnements de porteurs de projets, mais à un moment, effectivement, on doit comme tout le monde, aussi honoraire. Voilà. Vous êtes des entrepreneurs, donc vous aimez la… Exactement. D'accord. Hein. Merci. Merci beaucoup. On va au standard puisqu'on a des réactions. Parole d'auditrice. Béatrice, on a des réactions Non, nous avons Céline qui a posé une question et Ludovic et Audrey ont commencé à répondre. J'aurais bien aimé que Ludovic réponde en 2 mots. Alors, à quelle question? Alors, la question est, je prévois de me lancer en septembre. À qui dois-je m'adresser pour être accompagnée et à partir de quand? Donc, septembre 2021. J'imagine, oui. Non, je vais faire la réponse que j'ai apportée à l'écrit le plus tôt possible. Hein. Le plus tôt on commence à évoquer son projet avec des structures d'accompagnement, eh bien, le plus de temps on aura pour le travailler, surtout quand on se fixe une date butoir. Il y a des gens qui viennent nous voir et qui n'ont pas forcément de temporalité sur leur projet. Quand on dit « je veux être en activité en septembre », peut-être que novembre de l'année d'avant, c'est pas trop tôt. Hein. Alors, je ne veux pas vous faire peur, Céline, c'est pas trop tard non plus. Mais oui, il est temps d'y aller. Échanger. Ouais. Merci. Je profite, David. Pascal. Je profite juste de dire que nous ferons, moi j'ai répondu en privé à Céline parce que je lui ai donné des coordonnées de personnes et que voilà, je le fais à discrétion, mais sachez que nous allons faire en janvier une émission spécifiquement sur votre domaine avec chef d'entreprise moi aussi, donc il faudra bien vous plugger et je sais que Laetitia Blinier qui est derrière son écran, qui ne se montre pas mais qui est l'orchestre, voilà, le chef d'orchestre, le chef 2FE, que je remercie au passage, passera toutes les informations en temps voulu, bien sûr, hein, puisque c'est toujours accessible au niveau régional. Voilà. Merci pour cette précision, Pascal. Troisième et dernière partie de cette émission. On accélère encore. Parole d'invité. Béatrice, moi, je montrais bien ma boîte, mais pour te dire, j'ai pas d'idée. Bon, pas d'idée. Il y a toujours quelque chose qu'on a envie de faire. Hein. Enfin, ça coûte cher de monter une boîte. Reprendre une boîte, ça coûte super cher. Bon, pas forcément. Hein. Il y a toujours des choses, il y a toujours des possibilités. Hein. Ouais. Enfin, faut quand même bien connaître le métier de l'entreprise qu'on reprend quand même, non? Tu crois pas?
Il y a toujours quelqu'un dans l'entreprise, il y a toujours un homme de qualité qui pourra t'aider, t'accompagner. Il ne faut pas partir là-dessus. Ouais. Moi, j'ai du mal à croire. Moi, reprendre une entreprise, je ne sais pas si ça vaut le coup. On en parle quand même ou pas? Ah oui, moi je suis pour ça. On y va. Oh, le jeu d'acteur, incroyable. On en parle. Ça, du tout. On en parle avec qui, Béatrice? On va en parler avec Audrey. Bonsoir. Déjà. Bonsoir Audrey. Audrey Bacos et puis 2 experts. Et tout à fait, avec 2 experts qui vont intervenir. Donc, on aura Joël Horry et Sylvain Tanguy de Fiteco, donc un notaire et un expert comptable. Yes. Vous m'entendez bien? On vous entend bien, Béatrice. Ouais. Ah, d'accord. On vous entend bien. Et bien, les experts, juste après la témoin. Chef, parole d'invité. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Audrey Bacos, vous dirigez Vertige à Bonchamp en Mayenne et c'est une boutique de fleurs que vous avez repris. Vous êtes associé avec votre mari, 3 salariés. Vous êtes fermé actuellement là? Oui, malheureusement, oui, fermé. Donc, mais on travaille tout doucement, mais voilà, on garde quand même le contact avec nos clients, on essaye. Et ben voilà, et donc vous pouvez quand même effectuer quelques livraisons. Oui, c'est ça. Oui, on fait du retrait de commande et des livraisons. Donc, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure avant l'émission. Il faut passer commande par téléphone et après, je peux vous ouvrir la porte pour vous récupérer votre commande ou pour aller livrer. Je me suis permis d'inviter Laurent Voulzy avec le pouvoir des fleurs là pendant qu'on discute. Ouais, c'est ça. Ça vous gêne pas. C'est un gars très sympa et il va pas nous embêter. Vous êtes à la base dans un domaine qui n'a rien à voir. Vous avez fait des études de droit, master 2 en droit, spécialisation ressources humaines. C'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'était un peu un rêve un petit peu d'enfant. Au tout départ, je voulais être juge pour enfants. Donc, je me suis orientée naturellement vers la fac de droit à Toulouse. Et puis voilà, quoi. Donc, j'ai commencé première année, bon, ça passe. Deuxième année, ça passe aussi. Troisième année, bon, ben, on continue tant que ça fonctionne. Je dois être doué pour ça alors, c'est ça que vous êtes... ça doit être un petit peu mon domaine d'intérêt pour l'instant. Et puis finalement, je croise la route du droit du travail et des RH aussi. Donc, 4e année, je me spécialise en droit du travail. 5e année, je continue sur ma lancée. Et puis au final, ça s'est bien passé. J'ai eu ma 5e année. J'ai bossé 10 ans dans les ressources humaines, dans l'accompagnement des chefs d'entreprise aussi sur la partie droit social. Donc, mon dernier poste, c'était chez Carrefour. Je m'occupais en fait de conseiller les directeurs de magasins sur l'application du droit du travail, sur leur relation avec leur personnel, leurs représentants du personnel, sur voilà, toutes ces règles un peu compliquées parfois et assez peu abordables pour les chefs d'entreprise. Donc voilà, mon dernier boulot, c'était celui-ci avant de passer au cadre de l'entrepreneuriat. Votre mari travaille dans la grande distribution aussi et vous avez tous les deux une vie de dingue. Ouais, c'est effectivement, c'est qu'à un moment donné, on s'est posé la question de se dire mais pourquoi on fait un cours après quoi au final? Parce que mon mari… après quoi on court, j'en ai un jingle là. Là, il est très bien. Écoutez bien. Après quoi on court? Ouais. Après quoi on court? Écoutez cette chanson de M. Mathieu Chédid parce qu'elle fait réfléchir. Hein, parfois on mène une vie, c'est du grand n'importe quoi finalement. Oui, c'est ça. C'était du n'importe quoi. C'est qu'on venait d'avoir notre 2e enfant. Mon mari se levait à 3h du matin, rentrait à 21h le soir. On payait des gens pour faire ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire regarder nos enfants. Donc, on avait babysitter, nounou, voilà. Donc, et à un moment donné, on s'est dit non, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'on fait. Enfin, c'est complètement ahurissant ce qu'on est en train de faire. Ça ne ressemble pas à ce qu'on veut pour nos enfants. Ça ne ressemble pas à ce qu'on veut pour notre famille. Donc, on se pose, on souffle, on réfléchit. Alors, votre mari, dans un premier temps, est plutôt celui qui va porter le projet, en fait. Hein, il demande une rupture conventionnelle et puis ensemble, parce qu'évidemment, même s'il n'y en a qu'un sur les deux dans un premier temps, c'est une affaire de couple. Vous prenez contact avec Transaxo. C'est un cabinet qui fait quoi? Alors, Transaxo, c'est un cabinet qui s'occupe en fait de mettre en relation un acquéreur et un vendeur d'entreprise ou de fonds de commerce. Parce que effectivement au départ on s'était dit Jérémy, mon mari, du coup était plutôt parti sur la création d'entreprise et puis on s'est dit création, bon, vu le secteur sur lequel on veut s'orienter, ça va être peut-être un petit peu compliqué. Et puis, son expérience chez Carrefour l'a pas mal orienté et aidé à se dire sur la reprise d'entreprise, je pense que je suis capée. Et même s'il y a de la gestion, même s'il y a
de la relation fournisseur, même s'il y a de la gestion du personnel, on sera capable de gérer. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on s'est mis en contact avec Transactio et Anne-Sophie Sury, du coup. Ils vous posent On des a mis questions du temps. personnelles aussi. Pardon? Ils vous posent des questions personnelles aussi, pas que… Bah oui, on va dans le détail parce qu'en fait, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, avant de faire un prévisionnel, il faut vérifier si il y a une adéquation entre le projet qu'on veut et ce qu'on est effectivement. Donc, on va vraiment dans le détail de ce qu'on est pour pouvoir donner le plus d'informations possible à la personne qui va nous orienter. Ce que vous aimez faire, vos envies, vos valeurs. C'est quoi vos valeurs à vous, Audrey? Disons que les valeurs sur lesquelles on voulait surtout pas avoir de concessions à faire, c'est faire notre travail avec notre cœur, en fait, travailler toujours dans la bienveillance, se dire que on a des valeurs de probité, d'honnêteté sur lesquelles on ne veut pas passer. Et effectivement, voilà, c'est la façon dont on veut gérer notre entreprise, la façon dont on veut gérer nos salariés aussi. Donc, c'est sur ces valeurs-là, en fait, qu'on s'est dit on veut avancer là-dessus et trouver le bon matching, en fait, entre… Comment vous faites pour identifier vos valeurs? Parce que les valeurs, il y a l'intention d'un côté, et puis il y a souvent le cœur de l'autre. Ouais. Alors, c'est quoi votre truc à vous? En plus, vous êtes une spécialiste des ressources humaines, donc c'est formidable d'avoir votre recette à vous. Disons que c'est le fait de se dire à un moment donné, effectivement, il y a des compétences qu'on a acquises de par les études, de par notre expérience, etc. Mais c'est surtout se dire, on met ça de côté et on réfléchit effectivement plutôt avec notre cœur qu'avec notre tête, en fait. C'est vraiment mettre de côté, comme on disait, mettre de côté le mental pour vraiment laisser parler les intuitions et laisser parler les envies. Comment ça ressemble à quoi, Audrey, qui met de côté le mental? Vous qui, pour le coup, êtes comment dire, venez d'une profession éminemment cérébrale. Oui, oui, c'est ça. Effectivement, c'est cette double casquette qui est compliquée parce que être stimulé intellectuellement, c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est effectivement, on continue à être dans cette stimulation intellectuelle-là. Mais après, c'est vrai que se dire, se connecter avec son cœur aussi, c'est de se dire qu'est-ce que je veux pour ma famille, qu'est-ce que je veux pour mes enfants, qu'est-ce que je veux pour moi, quelle sérénité je veux avoir. Et effectivement, quand Jackie disait tout à l'heure, travailler 70 heures pour gagner 2 fois moins, ouais, c'est exactement notre cas, mais qu'est-ce qu'on s'y plaît au final? C'est gagner en liberté, c'est avoir du temps pour mes enfants malgré tout. J'ai jamais eu autant de temps pour mes enfants que ce que j'ai maintenant. Oui. Parce que vous vous organisez comme vous voulez. Et c'est là que justement, le pouvoir des fleurs et de la nature, ça peut nous aider à nous reconnecter au sens. Il n'y a peut-être pas de hasard si vous arrivez dans ce secteur-là. Vous allez nous répondre. Alors avant vous envisagez avec Transaxo de rencontrer un certain nombre de boutiques. Au début, ça ne vous plaît pas trop. Et puis un jour, il vous appelle, il vous dit « J'ai trouvé ». C'est ça. La boutique qu'il vous faut. Ouais. Donc, Anne-Sophie nous appelle et dit effectivement, j'ai trouvé la boutique qu'il vous faut. Les gérants actuellement, ce qu'ils font, ça va vous convenir parce que voilà, ils sont pas tout le temps sur le terrain, ils sont pas mal en vision hélicoptère, ils sont pas mal sur la gestion, etc. Donc, je pense que ça va vous plaire. Donc, effectivement, on va visiter le magasin. Donc, on rentre, on ouvre la porte battante s'ouvre et là, le flash. Des couleurs partout, ça sent bon, c'est agréable, c'est grand, c'est lumineux. Et là, on monte l'escalier, on échange avec le cédant. Et l'entretien s'est super bien passé. Je crois qu'on est resté 3 heures à discuter tous les 5 au final. Enfin, tous les 4, c'était. Et puis, donc, le cédant, Anne-Sophie Sury et mon mari et moi. Et puis, le soir, on rentre à la maison et je dis à mon mari, tu crois que si on rajoute une personne dans le prévis, ça passe? C'est-à-dire qu'en gros, tu crois que si moi, je rentre dans le projet, ça passe aussi ou pas? Et puis, du coup, on se dit, ok, on va faire une offre, on va se lancer. Donc, on fait l'offre le soir même, le lendemain, elle est acceptée. Ouais, mais avant de faire l'offre, il vous dit quand même quelque chose d'important. Je ne m'en rappelle plus. En fait, je meublais tout ce que je voulais parce que je voulais envoyer une bêtise, mais je ne l'ai pas. Voilà, il vous dit en fait… Ça dépend. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non. Alors ça dépend, ça dépasse. Oui, ça pouvait peut-être dépasser. Ça n'a pas dépassé. Ça n'a pas dépassé au début du prévisionnel. Non, mais non, parce qu'au final, on s'est dit, il faut qu'on construise ça intelligemment. Et effectivement, c'est se dire qu'on n'allait pas être tout le temps là, justement le nez dans le guidon et se dire qu'on va pouvoir apporter du développement. Et c'est en ça que le travail justement du dossier pour présenter à Initiative Mayenne a été primordial aussi. C'est qu'effectivement, il a fallu qu'on construise précisément ce qu'on allait faire
quel pourcentage d'augmentation de chiffre d'affaires on allait pouvoir avoir, qu'est-ce qu'on allait pouvoir optimiser en termes d'organisation du travail, comment on allait pouvoir aller chercher des heures de travail en plus, parce qu'effectivement, voilà, la désorganisation engendre des heures et du coût. C'est toutes ces questions-là qu'on s'est posées et qui fait qu'effectivement, quand on est allé voir Initiative Mayenne, on avait vraiment quelque chose de très posé, on avait tous les produits qu'on allait développer. Et c'est une feuille de route qui nous sert encore parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on s'était dit il y a 2 ans quand on a repris? Ah ouais, ça on a fait, ça on a fait, ça on a fait, ça reste encore à faire, ça on a mis de côté, mais on va le refaire après. Et tu m'étonnes que la feuille de route, elle est claire avec le côté rigoureux de votre premier métier. Ça doit être bien rangé chez vous. Ouais, c'est ça, oui, exactement. Non, mais après, l'ordinateur, on est très, très complémentaires. C'est effectivement quand il doit toucher à l'ordinateur dans les dossiers, je dis, attends, je vais m'en occuper, c'est mon travail. Est-ce que vous pouvez nous faire quelques secondes d'improvisation, un peu comme Béatrice, sur Je me souviens de quoi depuis la création de la reprise de cette boutique? Je me souviens, on peut remonter loin. Hein. Ouais. Bah oui. Je me souviens d'un jour à la fac, 4e ou 5e année de droit, où tout le monde était stressé parce qu'on allait avoir des résultats d'examen et tout le monde était là, stress, quelle note je vais avoir. Je dis, de toute façon, c'est pas bien grave parce que moi, plus tard, je serai architecte d'intérieur, donc c'est pas bien grave si je rate mon année, on verra plus tard ce qui se passe. Donc, effectivement, je me souviens de ça et je me dis, ouais, je pense que dans ma tête, il y avait déjà quand même une envie d'une multiple vie, comme Béatrice Chauvin est en train de vivre aussi. En plus, c'est marrant, je savais pas, mais on a le même âge, en fait, donc c'est rigolo parce que je me dis, on se dit, à un moment donné, on se lance et on fait confiance en notre intuition, on a un petit brin de folie. Donc, je me souviens qu'effectivement, ça m'avait marqué. Ouais. Je me souviens effectivement du premier jour où j'ai passé la porte de ce magasin-là, et effectivement, où je me dis, ça a quand même fait basculer notre vie et pour le meilleur au final, parce que ça se passe super bien. Et je me souviens qu'effectivement, à un moment donné, on s'est posé avec mon mari, on dit, mais qu'est-ce qui a changé au final dans la façon dont on gère notre vie? Parce qu'au final, on est toujours les mêmes, c'est sûr, mais on a appris, on est devenu entrepreneur, effectivement, on s'est fait accompagner pour tout ça. Bien sûr. Mais ce qui a changé, c'est qu'effectivement, on fait beaucoup plus confiance en notre intuition. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est lâcher le mental. C'est qu'à un moment donné, ça a du bon aussi de lâcher le mental pour pouvoir laisser la place justement à cette intuition-là et se dire, après, il y a des experts pour nous accompagner, pour nous dire, non, ton intuition, elle est complètement aux côtés de la route. Mais des fois, en tout cas, parfois, le brin de folie et l'intuition, d'intelligence. Des choses qui fonctionnent. On va y revenir à l'intuition dans une seconde. Pascal Melka, merci beaucoup. Je sais que vous devez filer. Merci de nous avoir éclairés puis d'avoir joué la témoin au pied levé. À bientôt pour. Merci, à bientôt. Bonne soirée à tous. Aventures d'entrepreneuriat. L'intuition, c'est quoi finalement, Audrey? L'intuition, c'est quand on laisse parler un petit peu nos émotions, quand on laisse parler notre cœur plutôt que notre tête. Une connaissance qui passe par les neurones du corps et pas par les neurones du cerveau. Donc, mettez votre corps en mouvement, rapprochez-vous de ce que vous aimez, la nature, les parfums que vous décriviez, notamment tout à l'heure. Entreprendre, est-ce que ça donne le vertige? Ça peut donner le vertige, mais il faut savoir accrocher. Non, mais sincèrement, ça peut donner le vertige à des moments. Et effectivement, on prend souvent cette petite minute de recul en disant, où est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est bien là où on est? Ouais, on est bien là où on est. Est-ce qu'on fait les choses correctement? Peut-être pas, mais du coup, on a des gens pour nous aider, pour nous accompagner. On a des doutes, on a notre marraine initiative, donc on l'appelle de temps en temps. Béa, qu'est-ce que tu en penses? On fait ça, qu'est-ce qu'on peut se voir autour d'un café, on en discute. Enfin, c'est vraiment, l'année dernière, j'avais participé effectivement aussi à chef d'entreprise. Effectivement, ce qui est pour nous super important, c'est de se faire accompagner. Enfin, on le redit et on le répète, mais on n'arrête pas de le dire évidemment ce soir. Clairement, il ne faut pas avoir peur de poser des questions bêtes et il faut se faire accompagner clairement. Ça n'existe pas, les questions bêtes. La chanson qui résume votre parcours, ça serait celle-ci. Non mais vous arrivez certains à résister à cette chanson? Je n'y arrive pas. Donc ça c'est happy, vous êtes heureuse et heureux avec votre mari au quotidien. Oui, clairement. Ouais. On est super content de se lever le matin. Il n'y a pas un matin où on se dit bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Parce que il y a toujours des choses à faire et c'est. Est-ce que vous avez déjà croisé des gens qui vous disaient mais Audrey, tu regrettes pas? Ah mais plein. Mais en fait même et là d'autant plus avec le confinement. Enfin, on échange avec une amie qui était justement aussi chez Carrefour, qui s'est lancée un an après moi.
Et je dis, mais s'il y a bien quelque chose que je regrette pas, même en deuxième confinement, là, parce qu'on s'en prend une deuxième dans la vue, mais qu'est-ce que je regrette pas, la liberté que j'ai prise en fait de partir et de me lancer. Ben oui, ben oui. Des années après avoir monté mon entreprise, je rencontre encore des gens que je connaissais à l'époque et qui me disent « Tu regrettes pas ?» Mais pas du tout. Vous ne regretterez pas de monter votre boîte. Au contraire, regardez comme elle est heureuse, Audrey. Regardez comme elle est heureuse, Béatrice. Merci beaucoup en tout cas de nous éclairer de votre témoignage. Voici nos experts. Chef, parole à retenir. Nos experts, Béatrice. Oui, alors les experts, donc Fiteco, Sylvain Tanguy et en partenaire notaire Joël Horry. J'aimerais bien commencer par Sylvain, puisqu'on parle de transmission, de reprise, on parle d'une aventure. Quels sont vraiment les points à checker pour que tout se passe bien en toute sérénité? Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, la liste est évidemment très longue et je vais pas faire une liste à l'après-vert maintenant. Alors déjà, je voudrais faire une distinction entre diagnostic que la future chef d'entreprise, que le repreneur doit faire au préalable avec l'audit. Je dirais que l'audit, c'est un travail de technicien, de spécialiste. Alors, ça peut être l'expert comptable, le juriste, le notaire, enfin tous les intervenants qui vont pouvoir accompagner pour sécuriser la session, mais on est déjà dans une phase bien avancée. Le diagnostic, c'est le travail du repreneur. C'est à lui de prendre possession, de prendre connaissance de l'entreprise qu'il a pu trouver, de l'entreprise qu'on a pu lui présenter. Connaissance de quoi? Des chiffres, naturellement? Les chiffres, c'est l'expert comptable qui parle. Pour moi, c'est presque secondaire. Avant de parler de chiffres, avant de parler même de prix, il y a vraiment, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le témoignage d'Audrey, c'est ce waouh qu'elle a fait en ouvrant la porte avec les odeurs, les couleurs. C'est plus important que les chiffres. Les chiffres, on aura tout le temps après de les étudier, de les regarder, de les disséquer, de les torturer dans tous les sens, mais c'est presque secondaire. C'est presque secondaire. Elle a parlé aussi de la relation au cédant. Moi, j'ai envie de dire, ça ne concerne qu'Audrey, parce qu'on est bien d'accord, la relation entre le cédant et le repreneur, on s'en fiche éperdument. Non, bien sûr. La reprise d'entreprise, on est deux. Il y a le repreneur, il y a le cédant. Et il y a, sans parler de jeu de séduction, c'est pas forcément ça. Mais il faut donner confiance, il faut inspirer confiance au cédant. Le cédant va vous ouvrir ses portes, mais va aussi vous ouvrir ses livres de compte. Vous allez rentrer dans son intimité. À un moment, vous allez devoir lui poser des questions très précises sur la rentabilité de l'entreprise, sur qui sont ses équipes, qui sont les hommes clés ou les femmes clés de l'entreprise, quels sont ses clients, les forces, les faiblesses de l'entreprise. Vous allez vraiment devoir rentrer au cœur de son activité. S'il n'y a pas cette confiance qui se crée, si vous n'avez pas montré patte blanche, si le cédant ne sent pas que oui, j'ai vraiment un réel potentiel repreneur devant moi, il n'y aura pas la confiance, il n'y aura pas la transmission d'informations. J'ai réussi à semer le doute dans le visage je l'ai vu au visage de certains. C'est éminemment, évidemment, une affaire de relation, bien avant d'être une simple affaire de business, la reprise d'une entreprise. Complètement. Si on veut que ça se passe bien, il faut aussi comprendre les motivations du cédant. On ne parlera pas de la même façon à un cédant qui, ça existe évidemment, ne recherche que le prix, ne recherche qu'à faire la meilleure affaire possible en cédant son entreprise, qu'un cédant ou une cédante qui est soucieux de ses clients, qui est soucieux de ses collaborateurs, du nom de ce qu'il a créé, de toute une vie, de toute une vie d'entrepreneur. Il faut il peut mentir aussi, le cédant, il peut dire ce qu'il veut. Bien sûr.
mais c'est à un moment, il y aura les spécialistes qui vont, ou les techniciens, les auditeurs, les partenaires, l'expert comptable, qui va venir et qui va entrer en scène. Et c'est là que peut-être, comme le disait Ludovic Plessis tout à l'heure, il faut vérifier par des faits concrets la déclaration d'intention aussi du cédant. Alors, sur son intention de céder, en général, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, il peut y avoir un âge qui montre que de toute façon, le cédant a l'intention de céder. Et puis après, on sécurise, parce qu'on n'est jamais sûr hein, des intentions. On sécurise juridiquement l'opération pour de toute façon, en tant que repreneur, être sûr que s'il devait y avoir des intentions autres, on les borderait de toute façon. Avec nous également Joël Horry, qui est notaire. Bonsoir Joël. Avec un micro. Bon, vous m'entendez? On vous entend. Bonsoir maître, dit-on d'ailleurs. Bonsoir Joël, c'est très bien. On s'adresse à un notaire. Question Béatrice? Oui, une petite question. Le notaire, c'est toujours celui qui fait signer ou parapher 150 pages quand on achète une maison. À quoi il peut servir dans la vie d'une entreprise? Alors, il ne fait plus signer 150 pages parce que maintenant, on a la signature électronique et on signe. Alors, bon, on se parlera en antenne quand même, Joël. Ok, voilà. Alors, le notaire peut aider dans la vie de l'entreprise. On intervient, nous, plutôt au niveau de la protection du patrimoine. Hein. On est des partenaires au même titre que l'expert comptable ou les autres partenaires qui sont intervenus tout à l'heure. Mais nous, on intervient, voilà, protection de patrimoine. On va commencer la première chose dont on va parler avec des clients qui envisagent de se lancer dans la belle vie de l'entreprise. Ça va être le contrat de mariage. Ça va être la protection du patrimoine avec la déclaration d'insaisissabilité. C'est-à-dire que vous protégez votre patrimoine personnel, vous le mettez à l'abri des saisies de vos éventuels créanciers. On va également l'alerter sur des engagements de caution, à éviter de prendre trop d'engagements de caution ou de lever ces engagements dès qu'ils ont la possibilité de négocier avec la banque pour lever ces engagements. Voilà les principaux domaines dans lesquels on intervient. Après, on peut les conseiller également sur les structures de société. Donc là, on intervient soit en partenariat avec les experts comptables, soit on est face aux experts comptables le plus souvent. Enfin, moi, j'ai plus l'habitude de travailler en partenariat, voire à faire des réunions avec nos experts comptables. Enfin, voilà, c'est surtout la protection du patrimoine privé dans lequel on intervient. Et ça n'est valable que quand on reprend une entreprise ou quand on crée une entreprise, c'est important aussi de vous consulter? C'est très important lorsque l'on crée une entreprise et c'est très important de penser à cela avant de créer son entreprise. Eh oui. Hein, soit si on n'est pas marié, de faire un contrat de mariage si on va se marier. Si on est marié, de changer de contrat de mariage avant, si on n'a pas fait de contrat de mariage, de changer de contrat de mariage avant de créer son entreprise. Parce qu'après, l'entreprise est dans la communauté et on doit l'affecter, l'attribuer à un des époux, à celui qui exerce son activité. Ça veut dire... Donc, il faut vraiment anticiper, il faut vraiment voir le notaire au même niveau que tous les autres partenaires, voir le notaire au stade du projet. Or, bien souvent, on se rend compte que les futurs entrepreneurs soit ne pensent pas au notaire, soit, comme vous disiez tout à l'heure, n'osent pas pousser la porte. C'est Béatrice, je crois, qui disait « j'ose pas pousser la porte, ma question va être idiote, je vais aller voir le notaire pour rien ». Donc ça, c'est faux. Il faut vraiment aller voir le notaire, on échange, on va discuter et on verra s'il est opportun de prendre des mesures ou pas. Hein, mais ce n'est pas une démarche inutile, c'est surtout pas une démarche inutile.
Donc, c'est au moins une consultation, puis après, éventuellement, un accompagnement en fonction de ce que vous proposez. Quelle est la différence entre le notaire et l'avocat? Alors, le notaire, c'est le spécialiste du contrat. Donc, nous, on va protéger le patrimoine. On n'intervient pas en matière de conflit. Hein, c'est le contrat. On va parler de contrat de mariage, on va parler de déclaration d'insaisissabilité. Alors, quelquefois, on est en concurrence avec les avocats ou avec les experts comptables, notamment en matière de société. Donc, dans le En domaine... matière, voilà, c'est ça, parce que je ne pensais pas encore au conflit pour lequel l'avocat peut intervenir, mais l'avocat peut renseigner parfois sur des modalités juridiques. Exactement, au même titre qu'un expert comptable d'ailleurs. Hein. Et on voit dans un domaine très particulier qui ne relève pas de la CPME, mais moi je le vois et avant j'étais notaire en secteur rural. Dans le secteur agricole, les comptables ou les conseils, les experts comptables conseillent beaucoup les agriculteurs justement quant au contrat de mariage. Donc on est complémentaires si vous voulez. Hein. On est complémentaires, on est certes concurrents dans certains domaines pour les sociétés, mais on est aussi complémentaires. Donc on a chacun notre place et puis on essaie de satisfaire nos clients au mieux. Eh bien, en tout cas, merci de nous avoir éclairé sur votre rôle. On a tous entendu parler un jour d'un notaire, on en a parfois rencontré, mais le notaire, c'est aussi un acteur important, comme peut l'être un expert comptable, un avocat. Et puis, bien sûr, l'ensemble des réseaux d'accompagnement de la création d'entreprise. Merci à chacune et chacun d'avoir été avec nous. Béatrice, est-ce qu'il y a des réactions avant que nous refermions cette émission ? Non, pour le moment, malheureusement, il n'y a pas eu plus de réactions que ça. Mais comme tout le monde a diffusé ses coordonnées et qu'on a déculpabilisé tout le monde et que tout le monde sait maintenant, il suffit de pousser une porte ou de décrocher son téléphone. Je sais que les personnes reviendront vers nous très rapidement. Exactement. Merci beaucoup. Merci à nos deux témoins d'avoir été avec nous, Audrey et Béatrice. Longue vie à vos entreprises et à vos intentions. Merci beaucoup Laetitia Blinier, l'organisatrice en coulisses pour la CPME de la Mayenne. Portez-vous bien et puis gardez le sourire parce que c'est la meilleure façon de faire du business. À bientôt. Au revoir. Merci. La parole. Merci à vous.